Top 10 all time. C'est lundi. Oui, monsieur. This is Monday. Yes, sir. Voilà. C'est le début de la semaine. Le Et on week-end est s'installe. enfin terminé. Ouais. Vous pouvez laisser de côté vos puzzles ou vos camomilles ou autres petites couvertures. Tout à fait. C'est lundi. C'est lundi. On attaque au taquet. Comment ça va, Alex? C'est ça va bien. Impeccable. Bec. Ouais, nickel. Prêt pour une nouvelle semaine. Prêt pour une grosse semaine, ambiance barbelée. Installez-vous tranquillou, on vous fait la bise en espérant en effet que vous avez passé un week-end bien chiant pour démarrer le lundi au taquet. On va passer encore une grande semaine ensemble et on préfère vous prévenir, sortez vos meilleurs barbelés, gonflez un peu les pecs et retroussez les manches. Aujourd'hui, on est sur un top 10 all-time, les enfants et les enfantes, vous n'êtes pas prêts. Top 10 all-time des meilleures équipes défensives. Oh là là, pétard, je sens qu'il y en a qui ont dit « Oh, moi je suis fan de cette franchise, moi mon équipe si elle n'est pas mentionnée, c'est des bâtards, Ouais, qui bah, pas si mentionnés. il y a plein d'équipes, si t'es fan, tu peux rester calme tout de suite. Il y a plein d'équipes. Plein d'équipes. Et je sais de quoi je parle. Ah bah À alors titre là, personnel. moi aussi. T'inquiète même pas. Ouais. Lui aussi, Léon, et d'ailleurs n'hésitez ça pas à dépend. mettre comme d'hab. Oh si, un peu. Bah, Cette Léon, année, ça. je supporte aussi Ah, les cette année. Girondins de Bordeaux. Ah oui, donc, ça, ouais, les Girondins de Bordeaux. Effectivement. Dédicace à la Girondins de collectivité Bordeaux des et fans. Nix. des fans de Girondins de Bordeaux et Nix. Ah bah alors là, Bonjour le combo, quoi. Le combo, quoi. Je suis pas venu pour souffrir. Ouais, allez, on l'a. c'est ça. Vache. On paye Léon sans consultation. Ouais. Bien évidemment, si vous êtes fan des Girondins de Bordeaux et des Knicks, n'hésitez pas à envoyer des messages. Ça coûte cher. Le soutien. Et pour ça les coûte autres. très très cher. Ouais, il y en a dans d'autres équipes Ouais. aussi qui font des combos. Ce qui est sûr et certain, c'est que, comme vous l'avez vu, il y a du joli petit troll. Nous avons mis les amis de Portland tout en haut de la couve. Donc, bien évidemment, bienvenue aux fans des Blazers dans ce top 10 all-time. Il y a eu des grosses équipes des Blazers qui défendaient à l'époque. Ouais. Bah, ils sont pas dans le top 10. Hein. Ils sont pas dans ce top. On n'est pas encore dans les mentions, mais ils sont même pas en mention. Je crois aussi. tout Enfin, à moi, fait. voilà. On peut se Et permettre. pourtant, il y a du monde. Et pourtant, il y a du Mais monde. j'ai pas écrit le mot Portland. Tout à De fait. toute la préparation. Moi, on verra. Il y aura peut-être 2-3 mentions, mais c'est peut-être des équipes qui ont défendu sur Portland. Ah ouais. Et à ce moment-là, Oui, c'était pratique. oui, oui. Ce qui est sûr et certain, c'est qu'on a plein de choses à devoir vous expliquer parce que c'est un grand top 10 all-time. Il y a plein de choses à devoir expliquer. On va reprendre les mêmes petites habitudes. Petit sponsor, évidemment. Puis ensuite, expliquer comment ça se passe pour ce top 10, tous les critères, parce qu'il y a plein de choses à devoir expliquer. Alex, il est fascinant ce petit thème. Comment est-ce qu'on en est arrivé à faire notre classement? Quels ont été les impacts des décennies précédentes, du jeu actuel? On va évidemment avant ça demander ce qu'on mange. Bref, ça sent la bonne petite émission, je pense. Ouais, bah on espère. On va pouvoir évidemment se retrousser les manches. Et justement, vous le savez, cette saison NBA 2021-22, les top 10 all-time sont proposés par Tarmac. Donc Tarmac, un T, un A, un R, un M, un A et un K. Donc comme Trash Talk, un T et un K au début à la fin. Tout ça, c'est quand même, tu vois, genre... Ouais. Ça, c'est du partenariat win-win. C'est win-win. C'est la marque basket de Decathlon Tout à fait. qui propose en partenariat avec la NBA des jolis produits, notamment des chaussures, mais aussi des sacs à dos, des t-shirts, des trois quarts Des là, qui se collants, mettent sous les tout à shorts fait. et tout ça, à l'effigie de certaines franchises NBA, les plus connues. J'allais dire les meilleures, mais non. Et les plus Voilà, défensifs, je ne voilà. sais pas. Pas sûr non plus. Mais on a évidemment du Nets, du Warriors, du Lakers, du Bucks, du Heat. Magnifique collection Heat aux belles couleurs rose et bleu ciel. Moi, j'adore. Voilà. On a les Rockets, hein, bien sûr, le running gag est présent. Hein. On n'oublie pas les Rockets, on a les Knicks, bien évidemment. Tout à fait, Rockets et Knicks qui seront peut-être dans cette émission. Il y a eu des grandes équipes défensives. Dans tous les cas, si vous aimez tout ça, vous allez dans la Descro, ça vous renverra gentiment vers la collection de nos amis de Tarmac. La marque basket de Decathlon. Exactement. Et donc maintenant qu'on a fait ce magnifique petit sponsor, on va pouvoir enchaîner. Alex, nous sommes sur le top 10 all-time des meilleures équipes défensives. Comment est-ce qu'on a abordé la chose? On a parlé du thème ensemble, on s'est dit putain, ouais Alex, salut, ouais, en fait les équipes des années 60, des années 70, des années 80, les changements de règles, comment t'as abordé le truc toi? Alors, déjà, première difficulté là que tu viens de d'énoncer, autant c'est balèze de comparer les airs sur les joueurs et tout, là je trouve que sur les équipes, on a des difficultés parce que entre une NBA à 8-12 équipes et puis la NBA d'aujourd'hui, clairement les années 60 et les années 2020, 2010, 2020, c'est pas du tout le même délire. On a des outils statistiques à la disposition de tous
principalement sur Basketball Référence. Hein. Moi, je vous préviens, statistiques avancées dans ce top 10. Moi, je me suis mis en mode statistique. Moi, j'ai rien fait. Pour essayer d'étayer de temps en temps, surtout en fait, c'est surtout pour essayer de trancher entre des équipes. Parce que des équipes défensives, dans l'histoire de la Ligue, il y en a eu plein, il y en a plusieurs par an, tu vois. Oui. C'est vrai. Bien sûr. Alors, si tu dois en foutre juste 10, les 10 meilleurs, très compliqué, sur quoi tu te bases. Donc, tu te bases sur des éléments un peu factuels défensifs, c'est-à-dire, par exemple, truc tout bête, le defensive rating. Classique. On cite souvent, nous, quand on fait la saison d'une équipe, oh là là, c'est porte ouverte, ils ont la 28e défense. En général, on fait référence au defensive rating quand on fait ça. C'est pas la même chose que les points encaissés. Moi, les stats brutes, j'en ai quasiment pas utilisé. Non, pareil. Elles n'ont pas de sens, Non, les bien stats sûr. brutes, parce que là, les années 60, les mecs, il y a quasiment pas de match en dessous des 100 points, donc si tu veux, bon, c'est un peu compliqué quand même. Enfin, peux 100 pas- points par équipe, je veux dire. Tu peux pas rester uniquement, en effet, sur les points encaissés. Les aires sont Pourtant, différentes. Les années 60, il y a des équipes qui savaient défendre. Hein. Tout à fait, mais en parlant de defensive rating, on sait aussi qu'il y en a qui suivent la NBA depuis longtemps et nous disent très bien, nous on est habitués à ça. Alex, c'est aussi l'occasion de présenter aussi à certains qui débarquent un defensive rating, ça se calcule comment notamment, on est sur vraiment le nombre de possessions que tu vas avoir et comment est-ce que tu défends par rapport à ça sur l'intégralité d'un Le match. defensive rating, c'est le nombre de points encaissés sur 100 possessions. Nombre de points encaissés sur 100 possessions. Donc, c'est des moyennes qui sont faites, qui doit être forcément mis en relation, en relief par une autre stat avancée qui est la pace. Mhm. Ça, la pace, Le rythme. c'est le nombre de possessions par match. Tout à fait. Très important. Si tu as une équipe avec une pace très rapide et une défense de malade, on est limite dans le modèle exploit, tu vois, genre c'est plus rare. On va quand même pas mal parler d'équipes défensives, pour la plupart, mais pas toutes, pour la plupart auront des paces average, voire lentes. Tout Dans à l'année fait. où elles sont, tu vois ce que je veux dire? Complètement. Forcément, c'est plus facile de défendre fort quand tu joues pas vite et que tu casses le rythme et que tu forces du demi-terrain. Bien sûr, et ça fait partie notamment des différentes aires dont on va devoir parler, parce qu'évidemment il y en a beaucoup qui suivent la NBA actuelle, on est sur une NBA où le rythme est assez rapide, ceux qui ont connu la NBA des années 2000 ou des années 90 se souviennent aussi d'un rythme beaucoup plus lent. Attention, les 120 à 121 qu'on peut voir quasi tous les soirs dans la NBA actuelle, dans les années 90 c'était un peu plus compliqué quand même, et pour des raisons aussi qui sont simples et qu'on va devoir mentionner, les règles étaient différentes. On a eu une évolution des règles qui fait que la manière dont tu défendais dans les années 60, 70, 80, 90, 2000, 2010, 2020, chaque décennie a ses différences. Dans les années 90, exemple tout simple pour ceux qui ne le savent pas, défensivement, si tu étais un défenseur, tu pouvais utiliser ton bras gentiment. Le hand-check. Le hand-check, tu pouvais très clairement guider un joueur avec ta main. C'était une manière aussi de pouvoir défendre et d'orienter un peu ton défenseur. Par la suite, quand il y a des évolutions de règles, on C'est voit aussi 2004-2005, je crois que le hand-check dégage. tout à fait. Il y a eu aussi les implantations de défense de zone qui avant étaient interdites, donc ça a aussi beaucoup changé les choses pour la NBA. Disons que c'est un éternel débat, après on peut le remettre sur la table parce qu'il peut être intéressant aujourd'hui, c'est le débat de dire oui, c'était plus dur d'attaquer dans les années 90 parce que en fait, Jeu plus physique, règles plus physique différentes. et hand-check, Bien donc sûr. les postes extérieurs et tout. Après, il faut prendre en compte que le spacing n'était pas le même, donc c'était aussi, tu défendais sur une zone un peu moins grande, il suffit de... Alors pour le coup, il n'y a même pas besoin des stats, tu peux après Regarde. te le faire confirmer par les stats, mais il suffit de regarder des matchs Tout à fait. des Bulls, des Knicks, des Pacers des années 90, ils défendent pas le même espace qu'aujourd'hui. Clairement pas. On va défendre, C'est vrai, hein. on va défendre la raquette, et si vous voulez le petit tir à mi-distance, le 6-7 mètres, allez-y. Du shoot à 3 points, oh là là, Mark Price, il en a mis 3 hier soir. Oh, le salopard. Ouais. Et c'est ce qui rend les performances d'un Michael Jordan encore plus stratosphériques. Je prends Jordan en exemple parce que j'imagine que quand même c'est un joueur que la plupart connaissent. Où le mec, sans trop shooter à 3 points, voilà, et en attaquant beaucoup le cercle et en jouant dans le périmètre 5, 6 mètres, 4 mètres du panier et tout, malgré des défenses ultra resserrées, il arrivait à scorer comme un goré. Tout à fait. Ça rend sa performance encore plus... Dans le contexte, tout à encore fait. plus forte. De l'époque. Maintenant,
où tu vois parfois des trucs, ouais, dans la NBA d'aujourd'hui, dans la NBA d'aujourd'hui, vu qu'il y aurait il y aurait plus d'illegal defense, il pourrait peut-être être doublé. Limite, peut-être il tournerait à plus de passes d'ess et il serait obligé de plus shooter à 3 points. Ce serait pas le même joueur. Ce serait un joueur qui scorerait beaucoup. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais bien sûr. Tu vois. Après, évidemment, dans tous ces éléments-là, parce qu'on va vous inviter à faire votre propre top 10 all-time. Là, tu parlais à l'instant de chiffres purs avancés, donc en effet du defensive rating. On a appris aussi des équipes qui sont efficaces aussi dans leurs résultats, parce que moi j'ai vu des équipes qui sont bonnes défensivement, c'est des équipes qui gagnent, donc c'est des équipes qui sont aussi mythiques. Vu qu'on est dans un top 10 all-time, on essaie de garder la crème de la crème. Si t'as pas été loin, malheureusement tu seras plus dans les mentions honorables que les il y a le collectif qui était en place, c'est-à-dire que bien sûr. Une équipe bonne défensivement autour d'un gros joueur défensif, ça va pas me suffire. Là, j'ai essayé de me concentrer sur les équipes avec des très forts defensive ratings. Je te cache pas que moi, j'ai quasiment que des équipes. C'était soit premier, soit deuxième en defensive rating sur la saison dont je parle. Pareil. Tu vois, il n'y a pas d'exception à ça. Et souvent, quand ça va en playoff, elles font aussi partie du top 3 des defensive ratings de playoff. Parce qu'à un moment donné, si ton defensive rating il s'écroule en playoff, c'est peut-être que du coup, tu n'as pas tenu la pression. Plus tu affrontes de moins en moins d'équipes, donc normalement, ça devrait aller. Et les équipes bien construites défensivement, avec un bon pivot qui sait défendre, un ailier fort qui défend, un meneur qui est dur à passer, un collectif défensif, qui fait que même si parfois ton attaque était pas forcément dingue, t'as quand même réussi à avoir des sacrés résultats. Complètement. Ça joue dans les meilleurs defense. En gros, je m'occupe pas trop de l'attaque. Non. Voire, j'en fais presque abstraction, je veux dire, dans le sens... Moi, je me suis pas du tout occupé d'attaque. Je mets plus en valeur une équipe qui va avoir eu des très gros résultats avec une attaque vraiment très average et une grosse défense. Je vois. Que juste une grosse défense. Très bien. Moi, il y aura un petit peu de... il y a des bonnes attaques. Il y aura un petit peu de tout. Moi, j'ai mis un peu de tout, donc vous verrez évidemment dans les mentions et dans le top 10. Il y a aussi, évidemment, vous le savez, avec toutes les histoires qu'on a racontées sur plus de 60 ans de NBA, 75 ans de NBA, on a aussi des équipes où, identitairement, elles sont aussi inscrites telles quelles. C'est-à-dire qu'il y a des équipes qui sont très bonnes, mais elles sont passées un petit peu au travers des filets. On s'est dit, ah tiens, on va les mettre en avant là parce qu'elles n'ont pas été autant glorifiées qu'elles auraient dû l'être. Mais il y en a aussi où tu penses meilleure équipe défensive all-time, tu penses à tel patron. Il y a des patrons de collectifs défensifs. Tu parlais à l'instant de groupe. Les grandes défenses, c'est pas qu'un seul joueur, c'est tout un effectif. Mais il y a aussi en son centre des joueurs qui sont devenus absolument mythiques défensivement. Moi, il n'y a, je crois pas, quasi aucune équipe dans mon top 10 où il n'y a pas un monstre sacré défensif. Dans n'importe quelle grosse défense, il y a quasiment toujours un patron. C'est tout un collectif, mais il y a certainement... Moi, j'en ai une où je n'ai pas de monstre sacré défensif. Mais moi, j'en ai deux. Moi, j'en ai de monstres sacrés, vraiment. Ouais, pareil. J'en ai une. Moi, j'en ai deux. Une seule. C'est ça. Et j'ai des monstres sacrés défensifs que j'ai pas réussi, individuels, je veux dire, qui ne sont pas représentés en équipe dans ce top 10 aujourd'hui. Tout à fait. Ouais, je vais arrêter parce que là on est dans les mentions. Après on va arrêter. Mais donc vous voyez, ça fait beaucoup d'éléments. Ouais. Évidemment, non, mais pendant que tu checkes tes notes, évidemment, faites aussi cet exercice parce que nous, ça nous a pris du temps. C'est un top 10 qu'on a dû beaucoup travailler parce que, encore une fois, la manière dont tu attaques dans les années 2010, c'est pas la même que dans les années 90. Donc forcément, on va avoir certaines tendances. Par exemple, Alex, quand je parlais d'identité, je sais pas quel va être le ton un petit peu de ton top 10. Mais moi, j'ai sorti mon gros pull, on est plus à l'est qu'à l'ouest, identitairement. Je te cache pas. Non, mais c'est intéressant quand même. C'est pas compliqué. Moi, combien j'ai de franchises de l'ouest de représenter ? 2. 3, parce que je me suis fait un kiff. Mais j'ai des mentions, il y a des belles choses, mais non. 2. Non. Très bien. 2, dont une qui est 2 fois. Je crois savoir. Voilà. Okay. C'est là aussi où, par rapport à ce que tu disais, par rapport aux époques, comme on attaque, c'est là où le defensive rating est une stat intéressante, puisque forcément, vu que tu es sur le nombre de points encaissés sur 100 possessions, ça remet des niveaux. Ça suffit pas, mais déjà, ça te permet de comparer. C'est-à-dire que si tu as le meilleur defensive rating de la saison au 72-73, c'est sérieux, même si on va dire oui, mais les années 70, ceci, cela. Si tu as le meilleur defensive rating de la saison 93-94, par exemple, les 90s et tout, ça vaut pas forcément plus. C'est juste que tu étais la meilleure défense de cette année-là. Tout à fait. Et dans une... Qu'est-ce qui est le plus dur ? Tiens, j'ai une question à te poser. Qu'est-ce qui est le plus dur ? C'est d'être une défense de taré
au milieu de plein de défenses de tarés et d'équipes resserrées, genre comme les années 90, Mhm. ou d'être une défense de tarés au milieu d'une ligue où ça attaque de malades, avec des paces de porc, Forcément. par exemple, tu vois. Tout à fait, forcément, Parce que c'est pas la même on chose. va avoir tendance à plus oublier la très bonne défense dans des attaques de malades parce que l'identité va faire que à cette époque-là, Alors il fallait que- chercher le meilleur. Alors que, Waouh. mais tout à fait. Mais c'est ce qui fait que d'ailleurs, lorsqu'on parle individuellement de Hakeem Olajuwon, on dit oh putain, dans l'ère de plein de pivots, c'était un malade mental parce qu'on va dire qu'il y avait Shaq, il y avait Ewing, il y avait Lonzo, etc. Donc du coup, dans des ères où il y a des très grosses défenses, s'il y en a une qui est devenue la défense reine, pour moi, c'est le mal alpha. C'est Est-ce le, que c'est pour le patron. Est-ce que pour autant les Rockets d'Hakeem Olajuwon vont faire partie de ce top 10? Je sais pas. Tu vois, non mais... Ah mais haha, Qu'est-ce qui valent au niveau pace, au niveau defensive rating? c'est sûr. Ça fait beaucoup d'éléments. Ouais, donc on va parler pitbull, on va parler enforcer, on Ouais. va parler rebond, on Ouais. va parler contre, Ouais. on va parler defensive rating, on va parler pace, on va Ouais. parler joueur emblématique. On va parler témoignage de l'adversaire. Oui. Genre, en fait, quand tu sais que tu dois aller dans ces équipes-là, voilà. Quand tu sais, on va avoir du témoignage. On va parler ah, merde. d'équipes où, dans une ère où ça score dans tous les sens, les mecs, ils ont quasiment pas pris 100 points de l'année. Tout à fait. Tu vois ce que je veux dire? Tout à fait. Ce Ça fait partie de ce genre Tu d'équipe. vois, genre, tu dis, ah, dis donc, c'est quand même. C'est pas mal quand même. C'est assez sérieux. Alors, oui, c'est une stat brute. C'est pas une stat avancée, mais elle est quand même intéressante. Bien évidemment. Du coup, on vous laisse déjà bien préchauffer. Ouais, parce que là, ils ont mal au crâne. Là, je Ouais, mais c'est Ça va normal. Parce que dans les équipes défensives, il faut aussi le faire à chaud. Il y a aussi le cœur qui parle. Hein. C'est aussi ce que vous avez vécu. Parce que là, par exemple, on a été jusque dans les années 60. On n'a pas pu voir le basket des années 60. Et donc, forcément. Bah, ni les années 70, franchement. Ni les années Après, 70. Mais donc, par exemple, moi, j'avoue, sur ce top 10, je me suis aussi fait plaisir par rapport aux recherches avancées. Et je pense que, comme tu le disais là, tu en as fait beaucoup des recherches. C'est aussi, putain, j'ai vécu ça. Et le sentiment de voir bien un sûr. match où, derrière ton écran, tu as un sentiment irrespirable, Bien sûr, bien sûr. c'est impacté aussi dans ton souvenir, quoi. Bien sûr. Non, mais complètement. Ceux qui ont connu dans les années 2000, 2010 ou 2020, là, des gros verrous, on va pouvoir en parler dans les mentions, évidemment. Ouh, ça va être un bon top 10, je le sens. Tablette. Avant Comment ça, se passe? on va devoir Il y a poser une quelque chose grosse à faire question. avant? Ah oui, mince. Qu'est-ce qu'on mange? C'est une bonne question, ça. Mon cher Alex, qu'est-ce qu'on mange C'est aujourd'hui? une très très bonne question. À laquelle je n'ai pas réfléchi. Hein t'as pas réfléchi? Ouais, non, Non, j'ai pas, monsieur. non, j'ai pas réfléchi. Du coup, quand je réfléchis pas, Mhm. je me fais un petit bowl. Un petit bowl. Un poké? Ouais. Un poké? Ouais. Fond de riz, Mhm. poisson, saumon, thon. C'est selon, cru, hein, bien sûr, on est sur du bowl. Edamame, ça Tout à j'adore, fait. c'est trop bon. Sauce salée, sauce sucrée, vinaigre, citron? Moi, je suis plutôt du genre à mettre vraiment le filet d'huile d'olive. Moi, Filet d'huile. je suis pas très soja, moi. Hmm. Je trouve que ça bouffe le goût des aliments. Je veux Un bien. peu trop. Edamame, petite carotte, riz, thon. Et puis c'est déjà pas si mal en fait. Je veux bien. Voilà. Pas de wasabi, pas trop. Si, wasabi, Si, j'aime wasabi, bien. ça, Si, wasabi. Puis pareil. s'il y a de la mâche ou des petits trucs comme ça me dérange pas. Magnifique. C'est un bon poké bien sain là. Oh là Tu là, vois on a décidé de faire ça Ah sainement. ouais, non, Ah mais- ouais. Elsie. Très bien, mon cher Eh ben, Léonce. faut défendre après. Hein. Ah bah après, il va falloir être en forme. Mon cher Léonce. Petit ramen. Un ramen? Ouais, ça me fait bien envie. Pareil, faut défendre. On regarde la forme. Avec, avec tout simple dedans. Échine de porc, mais quoi dedans? Un œuf? Alors, au porc, oui. Classique, Algues. traditionnel. Ok. Algues. Oui, algues, pâtes, porc, Ouais, un ouais. petit œuf confit, là, c'est pas le mot, mais Ouais, je vois. un petit œuf mûr. Ouais, Ouais, non, ça passe bien à midi. ça passe tout seul. C'est vrai que c'est pas mal. Un C'est bon clair. ramen. Club Sauce sandwich. Sauce. Club sandwich maison. Les vrais sandwichs coupage triangle. Là. On est vraiment. Que tu te fais toi-même, je veux Ouais, dire. bien sûr. Tu vas pas au Franprix. Non. Mais- Les vrais club sandwich que tu fais toi-même. Vraiment. Notamment le spécial vraiment poulet, avocat. Avec notamment des petits oignons rouges. Bah, c'est un kiff les bars SNCF. Ah, ça c'est vraiment le. C'est son petit délire. C'est vraiment la kiffance. Mais ouais, les clubs sandwich, faites-les vous-même. Franchement, c'est le bon plan. Donc voilà. Surtout les Anglais font, je trouve, des bons petits trucs pour le petit déj. C'est C'est ce qu'ils sympa. font le mieux, c'est leur plat. C'est ça, c'est leur signature. Dans tous les cas, dites-nous ce que vous mangez, vous, de votre côté. On va pouvoir se craquer les doigts, faire tourner les tablettes et les serviettes. Alex, ceci est donc une tablette. Tu as tout ce qu'il faut pour pouvoir... non, c'est n'importe quoi, toi t'es rouge. Hop là, le peuple attend. Oh, pas terrible, non, il a pas tourné. Voilà, comme ça. Là, tout de suite, on est plus content.
Nous sommes sur le top 10 all-time des meilleures équipes défensives. Au pétard. Donc, on le rappelle, sortez vos kevlars, on va commencer par des mentions honorables. Attention à ne pas se spoiler. Bah, c'est ça. Aïe, aïe, aïe. Parce que j'en ai. Ouais. Bon, Bah, je me permets tout de suite. On va faire notre mieux, vas-y. Allez, tu nous as pas mis les équipes de Rudy avec le Jazz, hein? Non. Bon. Très très bon, hein, évidemment, Rudy Gobert avec le Jazz, une très belle défense, pas cette saison, mais par le passé, on a pu voir des belles défenses du Jazz avec un joueur important dans l'histoire de la NBA défensivement. Le Jazz ne fait pas partie des top 10 all-time des meilleures équipes défensives. T'as mis les Bucks récemment ou pas? Non. Les Bucks de Giannis. Très bon. Très bon. Ça rentre pas. Nope. Je n'ai pas pu rentrer les Bulls. Deux. J'adore. De 2010-2011. Ah oui. Et pourtant, c'est Thibodeau. C'est les Bulls de Thibodeau. Qu'est-ce qu'il y a? Tu les as mis? Tu verras. Ah merde. Mais tu verras. Je me tais alors. Oui, mais c'est bien, c'est bien. Ah bah je me tais. Bah Non, moi non, je les ai bien pas sûr. rentrés. Merde, Bien bah, sûr. putain, je tombe mal. Ah mais désolé. non, mais t'inquiète, Ah bah, t'inquiète. d'accord. Mais c'est la spéciale, j'ai fait une Alex, c'est mon 10e. D'accord. On en parlera. Merde. Non, mais Bah, t'inquiète. désolé. Mais y a pas de problème. Alors attends, je vais en tenter une autre. Alors. Je n'ai pas pu rentrer une autre très belle défense. Les Bullets qui vont en finale en 75. Non. 74-75. N'empêche que je suis allé rechecker les stats parce que Wes Unseld, c'était quand même un joueur défensif qui rigolait pas du tout. Oui, puis Alvin Hayes, il faisait les carreaux. Hein. Elvin Hayes, il rigolait pas. Et Phil Chenier et des gars comme ça, c'était des garçons assez sérieux. Et mine de rien, c'est bien ce que me semblait. T'as le meilleur defensive rating cette saison-là. L'année où ils vont en finale. Bon, ils se font défoncer par les Warriors en finale. Ils font un petit 60-22, donc ils perdent que 22 matchs. C'est toujours le signe quand même d'un petit peu de régularité défensive. Ils sont dans une ligue, donc ils sont à peine au-dessus de 90 en defensive rating, dans une ligue où tu es plutôt à 97-98 d'average de la ligue cette année-là, donc ça veut dire que tu es nettement en dessous, donc tu es bien plus fort. Saluer le boulot du coach Casey Jones, qu'on retrouvera après chez les Celtics des années 80, où ça défendra pas si mal. Spoiler, je les ai pas rentrés non plus, moi, les Celtics des années 80. Donc voilà, je voulais les mentionner, c'était les Bullets. Je crois qu'ils sont à Washington, je crois qu'ils viennent d'arriver à Washington, ils viennent de partir de Baltimore. Tout à fait. 74-75. Je ne pense pas que tu as mis l'Orlando Magic de 2009. Nope. Eh ben, vous savez qu'à l'époque, pour ceux qui s'en souviennent, Dwight en pivot avec Mike Pietrus, Air France, Courtney Lee, tous les garçons, il y avait Marcin Gortat qui tabassait des darons en sortie de banc. On a une équipe dirigée par Stan Van Gundy qui est hyper efficace en défense. C'était notamment une des équipes qui allait montrer la voie sur les années à venir, puisque c'était un pivot et autour, faire à cheval que du shooter, Turkoglu, Rashard Lewis et compagnie, Jameer Nelson, Raphaël Alston, au lieu de parler d'attaque, regardez les exploits défensifs qui ont été faits par cette équipe d'Orlando. C'est simple, dans la carrière exceptionnelle de LeBron dans la conférence Est, une des séries et une des confrontations sur lesquelles il a le plus transpiré, c'était face à ce Orlando Magic, prime Dwight Howard dans sa raquette, avec des tueurs à gages autour. C'était horrible à attaquer, les Celtics se sont cassés les dents, les Cavs de LeBron se sont cassés les dents, beaucoup de gens se sont tapés Dwight Howard et ont dit bon, on va plutôt rendre la balle à l'adversaire. J'adorais le Magic de la fin des années 2000. Dwight était hyper flippant en défense. Et puis c'était bien entouré, mine de rien. Et bien préparé par Stan Van Gundy, c'était super. Ils sont allés jusqu'en finale NBA. J'ai pas rentré les Lakers de 99-2000. Pareil, en mention. N'empêche que... Meilleure défense de NBA, je crois. Meilleur defensive rating de la saison régulière, ça c'est un peu... En fait, ce qui est assez intéressant avec cette équipe, c'est que ils ont le meilleur defensive rating de la saison régulière, plus ils ont Shaquille O'Neal, donc c'est vrai qu'en attaque, bon, c'est pratique. En playoff, ça baisse un peu, ça défend moins bien. Par contre, ils écrabouillent tout tellement en playoff avec leur attaque que c'est pas vraiment un problème. Moi, du coup, c'est pour ça que je les ai pas rentrés. Mais cette équipe-là, avec le gros Shaq, c'est marrant parce que t'as Kobe en arrière et puis t'as Ron Harper à côté. Ça rappelle une autre équipe dont on parlera peut-être dans ce top 10. Peut-être. T'as des AC Green, Bichot. t'as des Brian Shaw, t'as comment il s'appelle Il doit y avoir Horace Grant qui va être dans le coin, non? Ah, non, je crois. Enfin, peut-être, je sais pas. Il y a, Rick Fox. Tout à fait. Rick Fox, mine de rien, c'était pas un mauvais défenseur. Et même, tu vois, Derek Fisher ou Robert Horry, c'est pas des mauvais défenseurs. Donc, bien sûr. ça fait beaucoup de mecs qui étaient concernés par le sujet. Phil Jackson, mine de rien, il sait mettre des défenses en place. Donc voilà, t'as le meilleur defensive rating de la saison, dans une pace un peu average. Non, c'est la saison suivante qu'il y a Horace Grant. Parce que tu joues avec le Shaq, donc quand tu joues avec le Shaq, même en 2000, ton intérêt c'est quand même plutôt d'être sur demi-terrain. Donc voilà. Tyronn Lue, quand même, qui était là, on l'a vu par la suite avec Iverson et tout. Donc voilà, je les rentre pas, mais le cœur y était. Tout à fait. Les Pacers de 2014.
Pardon. Les Raptors de 2019. What the fuck. Les Pacers de 2014, on va en parler, Ok. je te le dis. Les Raptors de Non, 2019. pas rentré. Belle équipe avec Kawhi, avec Kyle Lowry, avec Marc Gasol, avec Serge Ibaka. Il y a eu des séquences qui étaient très très fortes. On se rapproche des wildcards. Après, D'accord, t'as Miami. Non, j'ai pas de Miami dans mon top ok. 10. Miami 2012. Pourtant, ça a gratté. Hein. Miami 2012, moi, ils ont gratté. Attends, 2012, 12-13 ou 11-12 C'est au choix, parce qu'en fait, 11-12 est statistiquement meilleur que la 12-13. Sauf que 12-13, il y a le titre. Sauf que 12-13. 11-12 aussi. 11-12, non, en fait, c'est juste la différence, c'est que, si je dis pas de bêtises, la 11-12, ils sont vraiment très très forts. C'est l'année où ils vont chercher leur premier titre, et donc ils ont LeBron qui est All Defensive First Team, il y a Wade qui est encore sur ses cannes, donc c'est vraiment, ils sont le couteau entre les dents de ce qui vient de se passer. Et en fait, c'est en 2012-2013 qu'a Shane Battier. Parce que 2011-2012, je crois qu'il est encore avec Memphis, et 2012-2013, il vient à Miami. Et là, cette équipe avec Battier, Bosch, Chalmers, Aslem, c'était horrible. Soit tu prends un passage en force. Moi, j'aimais bien l'équipe 2011-2012 parce que je crois qu'il y a encore Juwan Howard. Il y a beaucoup de vétérans qui viennent faire le travail, et c'était vraiment l'année où Miami venait de se prendre la désillusion du titre de 2011, subtilisé par les Mavs, et en fait ils reviennent la saison suivante avec une défense, là le hit, là c'était c'était très très chaud. Soit ça, soit 12-13 avec Shane Battier qui était absolument formidable en défense. Ma wildcard de chez Wildcard, Attention. les Knicks, 2. 69-70. Ouais, pareil, c'était Wildcard. De chez Wildcard, hein. Ouais. Wildcard de ouf. Hein. Ouais. Meilleur defensive rating de la saison. Ouais, bête Des de joueurs collectif. dans une pace une pace average de la ligue, genre c'est un truc de malade, genre on est dans les 115 ou 116, enfin tu vois, ça joue trop vite. Eux, ils ont une vraie équipe collective défensive. Pas forcément, je veux dire, il y a des joueurs qu'on connaît parce qu'ils sont Hall of Famer et tout maintenant, mais c'est pas forcément de la superstar. Non. On a tendance à oublier à quel point Monsieur Walt Frazier était un truc chiant à passer pour le meneur adverse, athlétique, relou, piqueur de ballon, qui lâche pas le steak et tout. Et derrière lui, il y avait Dave Debuchère, où si tu passes, peut-être tu vas avoir un peu mal, plus Willis Reed. Et on oublie souvent Phil Jackson, qui en fait était un des enforceurs de ces Knicks-là, pas en coach, puisque c'était Red Dolzman, mais il était vraiment en sortie de banc. Tout à fait, mais il était en sortie de banc, et c'était vraiment du hustle et de la grosse défense. C'est des Knicks hyper collectifs. Ils sont champions. Tout à fait. Ils sont champions. When the Garden was hidden, c'était pas le paradis pour les adversaires, je te le dis moi. Tout à fait, on peut demander à Will Chamberlain. Voilà, c'est ça. Donc je les ai pas mis, mais c'est vraiment ma wildcard de chez Wildcard. Ils étaient à la bataille avec une autre équipe que j'ai mise en 10 du coup. Je pense qu'on va pas aller plus loin parce que je sens qu'on va commencer à se spoiler. Est-ce que tu es prêt ? Allez. Eh bien, vous pouvez prendre votre tablette. Nous rentrons officiellement dans le top 10 des meilleures équipes défensives de all time. Attention, respirez pour marquer un panier. Équipe numéro 10. Bon, c'est un coup de cœur. Tu en as parlé tout à l'heure, donc j'en parle juste rapidement. J'ai mis, juste pour me faire plaisir, et en dédicace à Steph de la Tech et à toutes ces personnes qui ont connu les belles années 2000, tu as mis les Pistons de 88-89 en 10e. Très bien. J'ai pris cette année-là. Je parle juste rapidement de ces Bulls 2010-2011. Ils sont super. J'étais content que tu les mentionnes. Quand on est au début des années 2010, arrivée de Tom Thibodeau, il était assistant chez les Celtics, il devient coach principal des Bulls. L'identité de Thibodeau s'installe direct. C'est un phénomène en tant que coach. Pourquoi ? Parce qu'il débarque avec ses assistants et qu'on a un 5 défensif suprême. On va avoir l'intelligence de jeu de Joakim Noah, avec Lou Holding, on peut pas compter trop sur Carlos Boozer non plus, mais avec les efforts de plusieurs tueurs à gages, Ronnie Brewer, Omer Hachik. Il y a vraiment Kurt dans Thomas. cette équipe Kurt Thomas, Big Sexy, qui est évidemment en backup Un pivot. bon défenseur. Taj Gibson, jeune mais Complètement. bon. Taj Gibson, hyper athlétique. Mais on a une s'appelait, équipe le qui est... petit arrière, là Il y a Ronnie Brewer. Non, l'autre. Keith Bogans. Il y a Keith Bogans, tout à fait. Défendait pas si mal, Keith Bogans. Tout à fait. Et cette équipe, en fait... Ne partez pas sur ce principe-là. On se marrait avant le camp d'entraînement du fait que Derrick Rose disait pourquoi est-ce que je serais pas MVP, et on dit souvent que cette saison c'est celle de Derrick MVP. N'oublions pas que les Bulls sont énormes en défense cette année-là. Ils rencontrent notamment les Pacers, ils en font qu'une bouchée. Ils vont pas mal rouler sur des équipes qui en fait se pointent face à Noah qui commence à vraiment trash-talker comme il faut. Lou Holding qui est hyper intelligent et prend les meilleurs match-ups sur l'extérieur. C'était les Bulls comme on est en train de les revoir là, où c'est vraiment très très chaud d'aller United Center. Je les ai pas rentrés. J'aurais pu. Non, ils ont fait top 15 chez toi. Oui.
Mais c'est vrai que ce Thibodeau là qui débarque, il dit ok, on va bien bourrer la raquette, on va faire des aides. Là, Thibodeau, ça exploite à fond. T'es toujours en il était sur le terrain lui aussi. Ils sont toujours borderline 3 secondes. Ils sont toujours borderline 3 secondes, les mecs. Scream. Ouais, c'est ça. Donc. T'es rouge vif, le mec. C'était tellement. Et d'ailleurs, sa carrière, elle va suivre là-dessus. Et sa carrière, elle va suivre là-dessus. C'est-à-dire que dès qu'on voit Thibodeau, on va faire. Bon, défensivement, ça va aller, sauf cette saison. Et on verra après pour l'attaque. Ouais. Ok. Tu nous as mis les Pistons de 88-89. Ouais. En fait, c'est parce que, bon, statistiquement parlant, pur, je pense, en toute honnêteté, même si je les adore, c'est un secret pour personne, ils sont pas top 10. Statistiquement parlant, pur. Oui. Dans le sens où, là, j'ai pris 88-89, j'aurais pu prendre 89-90, ça se vaut un peu. C'est mon exception. En 88-89, en defensive rating, ils sont que 3e. Oui. Mais pourquoi je dis statistiquement, ils rentrent pas forcément? Parce qu'en fait, les Pistons, c'était aussi une équipe qui attaquait quand même vachement bien, qui était capable de jouer assez vite. C'était pas... je veux dire, Isaiah Thomas, c'était aussi beaucoup de talent offensif. Joe Dumars, beaucoup de talent offensif. Bill Laimbeer, il savait shooter de loin et tout. T'avais pas mal de mecs et tout. Vinnie Johnson en sortie de banc. Enfin, tu vois, genre Vinnie Johnson, c'est pas un défenseur... Ils ont Mark Aguirre qui est là, non? Non, les 88-89, c'est Dantley. C'est Dantley qui est encore là. Oui, je crois que Dantley... voilà. C'est pas la suite. Aguirre, c'est 89-90, Tout si à je fait. dis pas de bêtises. Ou alors c'est en mi-saison, un truc comme ça. Ils ont encore Mahorn. Mais donc voilà, c'est-à-dire que Isaiah Thomas, Joe Dumars, Bill Laimbeer, Dennis Rodman, John Saleh, Rick Mahorn, je peux pas les mettre dans le top 10 des défenses all-time, c'est impossible. Surtout qu'en plus, les mecs vont perdre que 19 matchs, et un 63-19 quand même, ces Pistons-là. Ouais, ça c'est important aussi. Bien mis sur la défense, pace lente, même si t'as Isaiah et tout, c'est du demi-terrain, ça joue pas vite, faut que les pépères, les Bill Laimbeer, les Rick Mahorn et tout. En défense. T'as du John Saleh aussi, jeune, avec comme Rodman, là, les deux tarés, là, les deux tarés, ouais. Équipe extrêmement dure à jouer. Et pourquoi j'ai pris 88-89? Parce que 89-90, ça défend super bien, ça va au bout aussi. C'est juste qu'en 88-89, il y a vraiment ce côté vénère d'avoir perdu les finales 88. Ça revient, ça lâche rien du tout, ça écrabouille tout. Du début à la fin de la régulière et du début à la fin des playoffs. Je veux dire, ils perdent que 2 matchs dans ces playoffs-là. Ah ouais. C'est les Bulls de Jordan qui leur prennent 2 matchs en finale de conf. Point barre. Ouais. Ça sweep tout le monde. Ah non, mais tout le monde, y compris les Lakers. Ils sont identitairement trop importants dans l'histoire de la NBA. Et puis, dirty à souhait, ça met des coups, les Jordan Rules, je veux dire, à un moment donné. Mais voilà, je les mets que 10, parce que je voulais absolument parler d'eux, mais je pense qu'il y a des équipes défensives qui leur sont finalement bien supérieurs, juste sur le défensivement pur. Très bien. Après, les Pistons, ils savaient utiliser leur défense pour le moment et tout, mais après, comme là, on est sur un truc plus global. Est-ce qu'on reparlera des Pistons dans ce top 10? Il est possible. Il est même possible qu'on en reparle chez moi aussi. Tout à fait. Ce qui est sûr et certain, c'est que tu parlais en effet des bilans. Ces Pistons sont très très bons. Même. Tout à fait, j'ai oublié de le mentionner, les Bulls sont numéro 1 de la conférence Est et vont jusqu'en finale de conférence. Avant de se faire rouler dessus par LeBron, qui était en mission. On passe en place numéro 9. Ça arrive à des gens. Ça arrive à des gens. On passe en place numéro 9. Oui. Pareil, coup de cœur. J'ai mis du coup de cœur. Je ne pouvais pas m'empêcher. Il y a un moment, c'est all time. Faut se faire plaisir. Les Pacers de 2013-2014. Les Grizzlies 2013 pour toi. Ouais. Bien sûr, ils défendent bien. Non, mais carrément, j'ai pensé à eux très fort. Mais j'étais quasiment sûr que t'allais les mettre, donc j'ai pas fait. Moi, je les ai pas mis, tu vois. Bon, je m'étais dit, les Pacers étaient top 12 et ils ont gratté à la porte, tu vois, j'en parlais. 2013, 14, là. Parle-nous de ces Pacers. Je ressors les stats, là. Cher meilleur defensive rating de la saison. L'équipe défensive par excellence. C'est-à-dire que. Frank Vogel, coach. Roy Hibbert au pivot. Tu peux faire le signe de croix aussi, Roy Hibbert. Ouais. David West à ses côtés. Donc là, t'as une raquette. Non, c'était relou. Wow, t'as quand même pas super envie d'y aller. Moi, j'ai un souvenir de leur défense sur pick and roll. C'était un truc de taré, de malade mental. Paul George était hyper. Il n'était pas encore offensivement Il était déjà très bon. Il était déjà très bon, mais il n'était pas au niveau de la défense était énorme de Paul George. Et lui et Lance avec George Hill, ouais, ils étaient durs à jouer. Ça suivait, ça luttait dans tous les écrans. Quand tu voulais aller dans la raquette,
T'avais David West au sol et Roy Hibbert au sol et en hauteur, puisque l'autre fait 2m20. C'était méchant, ces Pacers. Méchant. Méchant. Je suis allé fouiller un peu, tu vois, pour confirmer mon jugement. Bah, tu vois, par exemple, en termes d'efficacité au tir des équipes adverses, eh ben, ceux qui concédaient l'efficacité la plus faible, c'était les Pacers, de 2013-2014. Donc voilà. Et bien évidemment, c'est une équipe qui jouait lentement, hein, avec une pace lente, enfin assez lente, et donc plutôt pour favoriser le demi-terrain pour le temps que David West et Roy Hibbert se mettent en place. Logique. Grande équipe défensive, équipe assez peu talentueuse offensivement, qui réussit quand même cette année-là à aller en finale de conf. Hein. Tout à fait, c'était le high des Pacers, tout à fait, avec Paul George qui va aller assassiner Birdman. On a Frank Vogel qui fait ses débuts avec ces Pacers-là. Parce que tu vois, tes Bulls de Milan juste avant, ils ont quand même un MVP, un talent offensif mais bien sûr. Générationnel quand même. Là, Non, tu l'as dit, Paul George, c'est pas encore ça. Et Lens, il a fait une bonne saison. Je crois qu'on en a parlé dans un top 10 récent. C'était très relou d'aller à Indiana à l'époque. Tu sentais que tu allais repartir avec des bleus. Là, tu as sorti le 5 majeur. Tu te tapais Tyler Hansbrough en sortie de banc. Donc, c'est-à-dire c'est Psycho T. Donc, c'était pas non plus le défenseur du Hall of Fame, mais tu savais que tu allais repartir avec des bleus. Tu allais repartir avec des bleus. Et ils étaient méchants. L'autre blanc, grand, costaud. Jeff Foster. Oui, lui. Ça, c'était... Il était dans cette équipe encore ? Non, je pense pas. Mais dans l'histoire des Pacers, oui. C'est le genre de gars. Bien sûr, tout à fait. Non, il était pas là, Jeff Foster. Non, Foster, il était où ? Alors, il était encore là, mais peut-être... Mais s'il est encore là, il est pas entier. J'ai regardé. Je vais vérifier, tiens, bouge pas. Vas-y, parle-nous des Grizzlies plutôt. Non, oui, juste sur ces Pacers, on aura peut-être l'occasion d'en reparler ou pas, peut-être, dans ce top 10. Il y a des très grandes équipes défensives dans l'histoire des Pacers. Moi, Alex, en faisant mes recherches, les 2013-2014 ressortaient assez haut, mais il y a eu des belles équipes aussi des Pacers dans les années 70, qui ont été champions en NBA notamment, et dans les années 90, parce qu'on parle souvent de Reggie Miller ceci, Reggie Miller cela, quand tu avais les Davis Boys et que tu avais toute la ligne arrière qui s'occupait de ton cas. L'équipe de Reggie Miller, ça défendait bien. Des Pacers, ça défendait très bien. Il s'arrête en 2011-2012, il s'arrête 2 saisons avant Jeff Foster. C'est ça. D'ailleurs, je sais pas, tu n'as pas mis... Est-ce que des Pacers... T'as une autre équipe des Pacers ou pas ? Ok. T'en as pas d'autre équipe des Pacers ? Non. Ok. J'ai les Pacers 2013-2014. Donc ça me permet juste, avant de parler des Grizzlies, de quand même rendre hommage aux Pacers de 2003-2004, qui sont les Pacers de Rick Carlisle de la baston avec Détroit, où t'as Ron Artest, Jermaine O'Neal et tous les fous furieux. 2003-2004. On va y venir. Hein On va y venir. Ouais. Fallait t'accrocher au League Pass à l'époque, putain. C'était pas forcément le truc le plus beau à regarder, 2003-2004, mais c'est vrai que ça laisse des souvenirs. Moi j'ai grandi avec ça, donc j'ai kiffé. Ça laisse des souvenirs. Ouais, ça laisse des souvenirs. Mais il y a des belles équipes des Pacers. Je parle des Grizzlies. Parce que déjà, juste excusez-moi, l'intitulé Grit and Grind. Ouais, c'est vrai. C'est les Grizzlies du Grit and Grind. Vous pouvez choisir si vous voulez. Grizzlies de 2011-2012. Là, il y a Shane Battier. C'est là notamment qu'ils upsettent les Spurs, si je dis pas de bêtises. 2012-2013, Shane Battier n'est plus là, mais tu as quand même quelques tueurs à gages. Mark Gasol, Mike Conley, Tony Allen. All NBA First Team. Darrell Arthur, Quincy Pondexter qui sont là aussi pour faire 2-3 missions. On a les Tayshaun Prince et Ed Davis qui sont aussi là. C'est une équipe qui... On va pas parler de pace, je pense, Grit and Grind. Ça joue particulièrement lentement. C'est une des meilleures équipes de Memphis dans son histoire parce qu'elle va aller jusqu'en finale de conférence pour aller s'incliner face aux Spurs. Un sweep qui est pas trop mérité. Tu sais, ils se ramènent en finale de conf, ils se prennent 4-0, mais bon, ce sont les Spurs d'une belle époque aussi en 2013 avant de rencontrer Ray Allen en finale. Je crois que c'est la deuxième meilleure équipe défensive de cette saison-là en 2012-2013, donc elle n'est pas numéro 1, mais pour moi, lorsqu'on parle des meilleures équipes défensives de tous les temps, j'avais trop du mal à pas mettre une équipe du Grit and Grind. Ça a été pendant une période un enfer total de se rendre à Memphis. Dès que tu allais au FedEx, t'allais te prendre des coups, soit par Zach Randolph, soit par les joueurs extérieurs. T'avais l'intelligence de jeu de Mike Conley et Marc Gasol. On n'a pas encore utilisé trop un terme, ou alors peut-être que tu as utilisé pour les Pistons, les floppers. Oh là là, Mike Conley et Marc Gasol, lorsqu'il fallait bien défendre. Floppez pas les Pistons. Il l'a dit, mais il aime bien. Un tout petit peu. Et il l'a dit. Il l'a dit, c'est que du fake. Mais c'est ça aussi qui est important dans la défense. Et on va parler peut-être des Spurs avec un Argentin et un mec avec une moustache sur les lignes extérieures qui pouvait faire aussi 2-3 boulots dans le flopping et dans l'acting. À Memphis, tu pétais des câbles en fait. Et l'identité de ces Grizzlies, qui est en train de complètement être chamboulée par les Grizzlies actuels, pendant toute une décennie, c'était oh là là, mais t'en souviens des affrontements des Clippers? Ah non, mais... Quand les Clippers allaient à Memphis, mais tu sortais
ta fourchette, ton couteau, et tu regardais le match et tu savais que ça allait être une mixtape défensive. Je les ai adorés, ces Chris disent là. L'image de Tony Allen qui est au sol, qui est un peu par la suite, hein, mais qui est first team all defense, c'est une image trop importante pour moi dans les meilleurs escadrons défensifs de l'histoire de l'NBA. On va placer en place numéro 8. Place numéro 8. Là aussi, coup de cœur. J'ai mis du coup de cœur dans tous les sens. Je me suis dit, c'est quoi ? Spurs 98-99. Et moi, je me suis occupé de mes amis de Golden State 2015. le sourire. Tu les as eux ou pas? En fait, je vais te laisser en parler. C'est très compliqué avec les Spurs. Exactement. Moi, c'est pour ça que je les mets que 8. Potentiel à être 1. Moi, ils ont été 2 pendant Ah bah, potentiel 1. C'est-à-dire que on a peut-être la meilleure paire défensive d'intérieur de tous les temps. Ah, défensivement, intérieur, là, Robinson, il est encore... bon, il a 33 ans, mais il est encore bien chiant à jouer en 98-99. Tim Duncan, il vient d'arriver, il a 22 ans. Franchement, il est embêtant, il est gênant. Il est relou, hein, t'as vu ? C'est pas pratique. C'est pas pratique. Bon, meilleur defensive rating de la saison, évidemment. 13 en dessous de l'average defensive rating, sur une pace bien lente comme il faut, hein. On cherche pas trop non plus à jouer trop vite. Équipe très impressionnante, puisque derrière Duncan Robinson, donc ce duo là avec le rock défensif qui est Robinson et le jeune Duncan qui est genre juste hallucinant défensivement, qui est capable de tout faire. Je veux dire, on a 2 contreurs, rebondeurs, quand même encore bien mobile, enfin voilà. Et puis t'as des gars, je veux dire, Sean Elliott, il défendait pas si mal que ça. Mario Elie, il est bien relou, mais même les petits mecs de l'arrière, hein, les Steve Kerr et les Avery Johnson, alors c'est pas des c'est pas des lockdowns, hein, mais ça défendait pas si mal. Le papa de Jaren Jackson, Malik Rose, il est là. Je crois qu'il est là en 99 en sortie de banc, je pense. Ouais, peut-être bien, ouais. Il y a, comment il s'appelle, l'ancien ailier de Portland, là, qui est décédé. Jérôme Kersey. Oui, lui, ça défendait pas si mal, ça. Bref, donc, non. Équipe énorme, le seul truc, voilà pourquoi je devais les mettre dans mon top 10, parce que vraiment, défensivement, je pense que c'est vraiment une équipe absolument incroyable. Saison de lockout, il y a que 50 matchs de régulière. Alors, et du coup, je suis allé fouiner un peu, donc j'ai trouvé des gars, là, qui ont fait des extrapolations statistiques. Donc il y a les 2 versions, t'as ceux qui t'expliquent on sait pas trop si ça aurait tenu, tu vois, comme ça, et puis t'as ceux qui disent mais les gars, ça aurait été une dinguerie incroyable sur 82 matchs et tout, gna gna gna. On peut pas savoir, je te dis, il y a la théorie des mecs qui disent non, l'attaque peut prendre le pas, l'attaque peut s'adapter en régulière et tout, ça peut s'améliorer. Bon, on peut pas, donc du coup je les mets 8e parce que, qu'on le veuille ou non, c'est une des meilleures défenses de tous les temps, cette équipe, clairement. Et d'ailleurs, ils ont quand même pas mal basé leur campagne de play-off là-dessus, hein. C'était une équipe... C'était compliqué d'attaquer dessus. C'était pas une équipe avec un potentiel offensif si dingue que ça. T'avais des bons joueurs. Attention, Sean Elliott, il savait mettre un panier. Mario Elie, que t'as cité, il savait aussi prendre un tir. Bon, Tim Duncan, évidemment. Mais tu vois, c'était pas non plus... Bien sûr. C'était pas... Non. C'était pas du beautiful basketball avec... C'est pas 15 ans plus tard, quand même. Avec du génie sur les lignes arrière, tu vois. Tout à fait. C'était très différent. Bah, n'empêche que... Non, je suis content que tu les mentionnes parce que c'est tellement dur avec ces Spurs parce qu'il n'y a que 50 matchs. Mais oui, vous pouvez notamment retrouver le documentaire du titre des Spurs disponible sur YouTube où ça parle notamment de David Robinson qui voit Tim Duncan, comme tu l'as dit, arriver en NBA et va dire « Ok, je vais me morfondre dans la peau de Bill Russell. Je m'en fous des histoires offensives. Je vais être un monstre défensif. Ressortir la balle et démerdez-vous avec le gamin là qui a l'air pas mal. Là. Je crois qu'il va être MVP dans le temps. Bien placé et tout. Ah, ils étaient insupportables. T'es allé dans la raquette ? Bah, c'est le Shaq là qui a pris... qui essayait de... Parce que Shaq de 99... Ah non, mais plein de gens n'y arrivaient pas. Plein de gens ont eu des gros problèmes, même Karl Malone et tout. Ouais, les Blazers et tout, ils ont tous pris tarif. KG au premier tour des playoffs. Compliqué. Oui, je les ai. Tu les as. Ok. Bon, je mets juste une petite intro. Warriors de 2015. Oui. On oublie beaucoup trop souvent. On parle de Stephen Curry, on dit incroyable émergence. Les premières équipes auxquelles j'ai pensé quand j'ai fait ce top 10. Pareil. J'étais là genre, wow. On pense aux Splash Brothers et on se dit à chaque fois, oui, bon, Stephen Curry, l'ère des Warriors, ça attaque bien. La défense numéro 1 de toute la NBA en 2015. L'arrivée notamment de Monsieur Steve Kerr avec ses assistants. Un changement qui va chambouler
déjà l'a ennemi dans cette décennie et l'histoire des Warriors, David Lee se blesse, bienvenue à Draymond Green, qui va commencer à rentrer dans le tas et faire « Bonjour, il y a un trio Andrew Bogut, Draymond Green, Bogut et André Iguodala. » qui est là. Non mais bien sûr, en fait il y a plusieurs modèles de ces Warriors qui sont incroyables et je te laisserai en parler en détail quand ils seront sur le podium. C'est que tu as trop de possibilités. Andrew Bogut est arrivé récemment dans le trade de Monta Ellis et est en train de devenir le pilier de la défense de Golden State, trop intelligent. Derrière, si je dis pas de bêtises, tu as quand même, Mary Speights n'est pas la plus grande des assurances, mais Festus Ezeli se ramène en tant que jeune joueur comme Draymond Green et fait du contre. On a surtout la création avec Steve Kerr du Death Line-Up et de tous ces line-up de 6-7. André Iguodala, Draymond Green, Harrison Barnes, ça switch dans tous les sens, ils sont irrespirables. Irrespirables. Sean Livingston, trop grand pour un meneur. Donc du coup, on va faire qu'un line-up avec des types immenses. Et ils vont se ramener certains matchs et dire, à partir de maintenant, plus personne ne score. Cette saison 2014-2015. Ils sont extraordinaires. Parce que quand on pense Warriors, on pense Curry, on pense attaque. Ah, mais... Normal. Mais cette saison-là, ils ont même pas la meilleure attaque, ils ont la deuxième meilleure attaque de la ligue. Par contre, ils ont la meilleure défense. En régulière et en play-off. Je te laisserai en parler en détail. Franchement. Ils sont en numéro 8 chez moi. Tellement sale. Ouais. Okay, parce qu'on pense souvent à l'attaque, alors je me suis dit, ils sont quand même dans le top 10, mais il faut pas oublier que Golden State, c'était une dinguerie avant tout défensive, merci Steve Kerr. On passe en place numéro 7. Ceux que j'ai mis tout à l'heure. Tout à fait. Donc je n'ai rien à rajouter, juste impossible pour moi de ne pas avoir une équipe des Pistons de la fin des années 80 dans ce top 10. Les Bad Boys, il faut un moment le faire. Notamment, allez vous faire ceux qui veulent. On en avait déjà parlé de ces belles finales 88 et surtout des finales 89 où il y a cet esprit revanchard, comme tu as dit, des Pistons qui en fait vont faire un boulot sur Worthy et compagnie là, nom de Dieu. En plus, c'était pas facile les années 80 parce que c'est une décennie avec une pace assez élevée, très portée sur l'attaque, parce que Bird, parce que Magic et tout. Alors voilà, ils ont vraiment cassé ça avec de la défense. C'était chaud, c'est vraiment... allez revoir notamment ce qui s'est dit et ce qui s'est fait, parce qu'il y a des images disponibles, évidemment, gratuitement. Vous pouvez voir notamment le travail qui est fait en doublette, Rodman, Emma Horn ou Sally sur Worthy. Et tu as aussi du Dumars qui est en train d'essayer de faire suer Magic en presse tout terrain parce que l'autre il a un peu la canne qui tremble. Ces Pistons là, tu veux pas te les prendre. Ils sont trop relous. Bill l'aime bien. Ouais. Tout est une question de savoir si tu veux les Pistons de 89 ou de 90. Mais étonnamment, malgré l'identité où on dit tout de suite meilleure équipe défensive all time, les Bad Boys, c'était pas la meilleure défense de NBA à l'époque. Non, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est la troisième. Et parce qu'aussi on oublie qu'ils attaquaient très très bien. À l'inverse de ce qu'on vient de dire sur les Warriors, mais on oublie, ils attaquaient bien. Je t'en prie. Celtics 2007-2008. Je me permets, ils sont en 6. Ah vas-y, je t'en prie, ça fait plaisir. Celtics 2007-2008. Ah bah oui. Ouais. Oui. Déjà, premier truc, c'est quand même assez fort. T'as 2 immenses trades à l'été. Tu fais venir 2 gros joueurs et tu dépouilles ton effectif parce que c'est des très gros trades, donc pour faire venir Ray Allen et monsieur Kevin Garnett. Et comme ça, bim, clac, poum, t'as la meilleure défense de NBA direct. Alors, c'est vrai que tu fais venir Kevin Garnett. Kevin Garnett en 2007. Ah, c'est vrai que... En mission. Kevin Garnett en mission. En mission, fâché. Donc l'autre, il est Defensive Player de l'année, Defensive Player of the Year. Tu as le meilleur defensive rating de très loin. Tu pratiques une pace plutôt lente, même très lente, parce que Ray Allen, parce que Paul Pierce. Ray Allen et Paul Pierce, sur ta rotation de 8-9 joueurs, sont tes mauvais défenseurs, entre guillemets. Et pourtant, sont des défenseurs tout à fait corrects, Ray Allen et Paul Pierce, faut pas déconner. Mais autour, putain. Kevin Garnett, Rajon Rondo, la jeune là, de 2007-2008. Insupportable. T'es meneur, t'as Rajon Rondo dans le slip, t'es saoulé. James Posey. James Posey dure au mal. PJ Brown. Kendrick Perkins. C'était bon. Voilà, Kendrick Perkins, il était meilleur défenseur qu'il est analyste, je vous garantis. Il y a Leon Poe aussi, non? Il y a je sais pas. Leon Poe, je crois, il doit être en sortie de banc. Mais ce que je sais, c'est qu'il y a Tony Allen aussi. Il y a Tony Allen. C'est-à-dire que t'as Rajon Rondo, Tony Allen,
Dans la raquette, il y a Kevin Garnett, il y a Kendrick Perkins, sinon il y a James Posey. Ouais. Et puis souvent on oublie, mais Pierce, c'est un bout de défenseur quand même à l'époque. Intelligent. Intelligent. Hyper Et Ray intelligent. Allen aussi. Et Ray Hein, Allen parce aussi, qu'en ouais. plus, ils sont encore un peu athlétiques. Ils ont la trentaine et tout, mais ils sont encore un peu athlétiques. C'est Ray qui est souvent en mission d'ailleurs sur Kobe et tout, donc c'est. Ton c'est vrai coach que chez Doc Rivers, secondé par un certain Tom Thibodeau. Et Tyronn Lue. Hein, voilà. Oui, c'est vrai qu'il y a Tyronn Lue aussi. Mais la défense, c'est quand même vachement Thibodeau, je pense. C'est les, ouais, c'est les deux qui sont notamment occupés de ça. Enfin, donc ça rigole pas du tout. Les stats sont là. Tu perds seulement 16 matchs en régulière. Et derrière, t'es champion. Bah ouais. 7ème. Moi, je les ai mis 7ème. Tu les as mis 6ème. Écoute. Moi, je les ai mis 6ème. Voilà, pareil, ils doivent être dans le top 10 all-time parce que là, c'est surtout ce qui nous a chamboulé à l'époque, je pense. C'est surtout ce switch qu'il y a eu en un été. Comme tu le disais à l'instant, Boston est tellement middle, ventre mou avec quelques exploits les années précédentes, dans les années 2000, de 2000 à 2007, c'est du Paul Pierce, Antoine Walker basketball. Il y a des années dépressives avec le décès de Red Auerbach. Tu retrouves là tout de suite une identité défensive qui est Boston Celtics basketball. On va peut-être parler d'une autre équipe des Celtics dans la suite de ce top 10, peut-être, on verra. Ce qui est si on sûr, n'a pas de problème, je pense si on n'a pas de problème, on va le faire. Mais c'est vrai que eux là, ils étaient vraiment. Il y a des runs de Boston à cette époque où au TD Garden, t'as juste envie. Moi, j'aurais adversaire, je quitterais la salle. Parce qu'en fait, ils avaient tout compris. Ils avaient compris l'arbitrage, donc tu sais comment ça se passe au niveau des calls à domicile. Expérience, vis. Alors là, en vis. Tournevis, tout ce que tu veux. C'était des très très bons Celtics de l'époque, j'avoue, qui ont donné d'ailleurs émergence, on l'a dit, à Tom Thibodeau en 2011. Tu peux mettre ton numéro 6, moi j'ai mis ces Celtics. Je mets mon 6. Qu'est-ce que tu nous as réservé en sortie de top 5 ? J'ai du beau monde. T'as de la belle ouvrage ? Oui. Les Knicks, j'ai pris les 92-93. Il y a un peu de choix aussi là. Hein. Il y avait un peu de choix. 92-93. Je les ai donc en 6, en bordure de top 5. Ils étaient vraiment à la lutte avec mon 5. Mais bon, voilà, je vous parlerai de mon 5 après. Bah ouais, les Knicks. De toute façon, il fallait bien caser les Knicks des années 90 dans ce top 10. Ouais. Meilleur defensive rating de saison régulière. Bon, en playoff, c'est aussi pour ça que ça rentre pas dans mon top 5. C'est qu'à un moment donné, en playoff, bah, ça coince. Hein. Là, ça coince sur les Bulls. En même temps, les Bulls de 93, il y a pas mal de monde qui ont coincé dessus. C'était pas simple. Pace très lente. Mais dans les petites stats avancées, c'est énorme. Genre, meilleur pourcentage de rebond défensif. Pourcentage de tir, de efficiency field goal pourcentage le plus faible accordé aux adversaires. Tu prends pas de rebond défensif. C'est dur de marquer et tu prends pas de rebond défensif. Pourquoi tu prends pas de rebond défensif ? Parce que dans la raquette, il y a Patrick Ewing avec Charles Oakley et parfois même en même temps Anthony Mason. Voilà. Comme ça, voilà, c'est les trois interdit. sont cherchés par la FBI. C'est interdit. C'est interdit. Et tu as en plus des garçons sur les lignes arrière qui aiment bien venir au rebond. Genre John Stark, Doc Rivers de l'époque, Charles Smith, putain d'athlète de malade mental. En bout de banc, mort de rire, t'as des gars comme Greg Anthony ou Rolando Blackman. C'est pas des potiches en défense. Il y a Derek Harper ou pas dans le coin ? Je crois pas. Je vais regarder. Non, je crois pas. Vérifie, mais je crois pas. Je vais pas noter en tout cas. Bref, donc ça joue très dur. Ça préfère largement faire faute plutôt que de concéder le moins de paniers, j'allais dire jumper, faut pas exagérer, mais pas de panier facile, ça c'est sûr et certain. La raquette est complètement blindée, si tu rates ton tir, il n'y a pas de rebond. Voilà. Ça provoque beaucoup de fautes parce que comme ça joue dur et que ça met une grosse pression sur le porteur du ballon. Donc non, c'est une équipe défensive référence, c'est New York, ça sent la sueur, ça sent le sang. Il y a Pat Ewing dans la raquette, il y a John Stark sur les lignes extérieures. Voilà, c'est 6ème de mes plus grosses défenses de tous les temps. Il m'aurait fallu un meilleur résultat, tu vois, pour les monter, genre vraiment à coup de défense, tu vois. Si cette équipe-là, elle va au bout, oh là 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 là. Mais bon, malheureusement, ça s'est arrêté en finale de conf. C'est l'histoire des Knicks. Je trouve ça un peu juste, mais pareil, on a dit les Pistons, on a dit les Knicks, t'es obligé de les mettre. C'est une des premières équipes auxquelles tu penses. Après, tu fouilles et tu compares avec les autres, tu fouilles dans les stats et tout, puis tu les classes, mais tu sais que tu vas les mettre. T'es d'accord ? Oui. Voilà, je les ai mis en 6. On va passer dans le On va top 5. rentrer dans le top 5. T'as mis les Suns ?
J'ai mis les Hawks 2022. Alex a mis les Spurs de 2004 et j'ai mis les Celtics de 64. Les Spurs de 2003-2004. Parce que les Spurs de 2004-2005, ils pouvaient causer. Mais voilà. Moi, j'ai pris cela. Je commence. Meilleur defensive rating. Un des meilleurs de l'histoire. Une des meilleures défenses de tous les temps. Pourquoi je les mets pas plus haut ? Parce que ça s'arrête en mid-conf en playoff, ça fait chier. C'est comme ça, c'est la vie. Donc c'est limite mon exception de mecs qui sont pas vraiment allés suffisamment loin, tu vois. Voilà. Bon. Dans une époque de la NBA, j'en parlais tout à l'heure en rigolant, on est dans les années les plus défensives de tous les temps. Je veux dire, j'aime bien les années 90, mais là, ce milieu des années 2000, sans déconner, c'était n'importe quoi. C'est genre... Oh là, T-Mac, incroyable, il court. Oh, il court. Oh, Kobe, il aime bien courir. Oh, c'est marrant, il court, les gars. Doucement. Tout doux. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. C'est chaud. Donc, avec des paces ultra lentes. Je veux dire, les Spurs, ils ont une pace en dessous de 90. Ils ont quand même 10 équipes plus lentes derrière eux, cette saison-là. Tu vois, le truc, c'est quand même un truc de malade. C'est statistiquement parlant, sur la régulière, c'est ce que j'ai trouvé de meilleur post-merger. Enfin, pseudo-ère moderne, je sais pas, appelez ça comme vous voulez, post-fusion avec la ABA. C'est-à-dire que par exemple, les copains de Bastien là, sur sa tablette ne rentrent pas dans le calcul. Mais parce que c'est ultra complet, ça sait tout faire. C'est-à-dire qu'il y a la défense complète, ça switch. Il y a les adversaires qui ont du mal à prendre des bons tirs et donc n'ont pas un beau pourcentage. Au rebond, bah, il y a du monde. Il y a un PPR, il s'appelle Tim Duncan. Je ne sais pas si vous voyez tout ça. Hein, même si Robinson vient de raccrocher, voilà. Et surtout, j'avoue, c'est une équipe, je les aimais pas parce que concurrence, Suns et tout ça. Mais, bah, je veux dire, Manu Ginobili, c'est pas le meilleur défenseur de la Terre. Mais si, alors, pop, non. Mais voilà. Et puis, bon, bah, Bruce Bowen. Bruce fucking Bowen. T'as Bruce Bowen et Tim Duncan à l'époque. Allez, démerde-toi. Et attends, Tim Duncan, il fait équipe dans la raquette avec Rasho Nesterovic. Bah, tu sais que pour aller au cercle. Et Nazar Mohamed après. Tu sais que pour aller au cercle, parce que Rasho Nesterovic, bon, c'est pas le joueur le plus talentueux. Allez voir des highlights, entre guillemets, je mets des guillemets, de Rasho Nesterovic. Highlights Rasho Nesterovic, season 2003-2004. Big Ass Jumper. Vous allez voir des contres. Parce qu'il balançait du contre. Donc, tu as Tim Duncan et un pivot qui sait faire des contres. Et aussi, Edo Turkoglu. Edo Turkoglu, sur les ailes, sa longueur, il était un peu prime, là. Le prime Edo... Enfin, pas prime, mais jeune. Pardon. Le jeune... Et vous l'aviez, non? Je dis des conneries? J'ai souvenir d'Edo Turkoglu, moi, en 2003-2004. Voilà. Vas-y, vérifie. Je suis pas en train de dire de la merde. J'ai un gros doute, là. Mais vas-y. Vous aviez pas Edo Turkoglu aux Spurs en 2003-2004? En tout cas, dans la rotation, je vais vérifier. Merde. J'ai des images en tête qui me reviennent. Vas-y, vérifie tout de suite. Si, il est dans la rotation. Ouais. Et donc, du coup, parce que, bon, voilà... Parce qu'on l'a souvent étiqueté à Sacramento. On l'étique Sacramento et Orlando. Faut pas oublier que il est passé par San Antonio et que dans l'une des meilleures équipes défensives de tous les temps, il y a Edo Turkoglu dans la rotation. Et qu'avec sa longueur, là, parce qu'à l'époque, il jouait... il était athlétique, hein. Ouais. Athlétique de ouf. Mais bien sûr qu'il était athlétique de ouf. Donc en fait, tu joues une équipe où il y a Ginobili, il y a Bruce Bowen, il y a Edo Turkoglu sur les extérieurs. Déjà, t'es pas à l'aise. Dans la raquette, quand il va, il y a un gros gars avec un nom en hitch qui a l'air pas sympa, plus Tim Duncan. Tout ça, coaché par Greg Popovich, sur la saison entière, ils ont encaissé que 7 fois plus de 100 points. Alors, à relativiser, parce que dans ces années-là, 100 points, c'était un peu le 140 d'aujourd'hui, quoi. Non, mais c'est vrai. Bien sûr. C'est All-Star Game, quoi. Ouah, 106 points, le truc de fou. Non, ils étaient en feu. D'ailleurs, trop de highlights. Regardons les vidéos de ces actions. C'est ça. C'est à relativiser, mais enfin, c'est quand même très sérieux. Bowen est dans le top 5 du défenseur de l'année. Tim Duncan est que 7ème. Hein. Voilà, c'est les Spurs. On les reconnaît bien là. C'est-à-dire que les mecs déchirent tout, mais ils ont personne dans les trophées individuels. Fuck les audiences. On va vous niquer. Non, mais attends. Cette équipe-là, j'adore. moi j'étais là, tiens, c'est qui le D-Boy déjà cette année-là? Je suis bon, ok. C'est bon, on va. Ouais. Non, il y a du monde. Ouais. Je dis, mais dis donc, Duncan et Bowen, ils ont été classés où? Et là, je vois même pas Duncan dans le top 5. Non, mais ils se sont fait high five. Ouais, mais j'étais comme ça, quoi.
Duncan, il est pas dans le top 5. C'est le patron de l'une des meilleures défenses de tous les temps. Un mec qui est pas top 5 Deepoy. Ça, c'est comme Pippen qui a jamais eu Deepoy. Tu vois, c'est les trucs, tu dis les votants, qu'est-ce qu'ils regardent? Ils regardent du hand. Je suis bien d'accord. J'ai rien contre le hand, hein. Mais voilà. Alex déteste le handball. non, c'est bon pas vrai en plus. Mais voilà, donc non, je les ai mis dans mon top 5. Je suis bien content. Bon, on en reparlera en 1. T'as quoi en 5 toi? Je ne savais pas d'ailleurs, j'ai mis 64, vous pouvez prendre n'importe quelle année, j'ai mis 65 plutôt des Celtics, j'avais confondu. C'est elles sont toutes bonnes. Hein. C'est tout un sujet. Et je sais pas ce que tu as fait dans ton top 5, dans le reste, mais peut-être qu'il y a une équipe des 60 des Celtics, on verra. On verra. C'est très compliqué. Déjà pour un premier postulat, comme vous avez pu le voir avec mon top 10, hein, parce que c'est mon top 10, donc je vous emmerde. C'est le meilleur argument de Bastien, ça vous avez remarqué. En même temps, c'est chacun son top 10. Et le top 10 objectif, ça se saurait. T'es pas d'accord, j'en ai rien à foutre. Exactement. Ouais. C'est mon avis, démarrez-vous avec. T'as des arguments? C'est difficile de vraiment intégrer parfois des équipes que tu n'as pas vraiment pu voir jouer. Je voulais vraiment avoir ce ressenti de j'ai vu jouer et donc je savais pas où mettre ces Celtics. Tu peux dire oui, Celtics 64, 65, 63, 62. On a Bill Russell qui est en base, équipe qui encaisse le moins de points de la NBA en total et meilleur defensive rating. Pour vous remettre en perspective, Alex venait d'en parler avec les Spurs. À l'époque, quand tu es l'équipe qui encaisse le moins de points, les Celtics dans les années 60, tu encaisses 104 points par match. Donc on est vraiment sur un autre type de ligue. On n'a que 9 équipes, mais ça n'empêche que tu as toujours Bill Russell en patron et que c'est l'équipe qui va créer notamment une dynastie, qui va gérer sa dynastie avec 8 titres en 10 ans, c'est ça, ou 8 titres de suite. Ils en ont 11 en 13 ans. Ils en ont 11 en 13 ans, c'est ça, dont 8 consécutifs ou une connerie comme ça. C'est ça, 8 consécutifs, tout à fait. Et tu as en ce centre Bill Russell qui est considéré et peut être encore considéré comme le pilier défensif d'une des meilleures équipes de tous les temps et un des meilleurs défenseurs de tous les temps, qui va à la fois diriger la défense, l'esprit et même quelque part l'attaque de Boston, parce que c'est de la défense de Bill Russell que naît le fast break de Bob Cousy avec Red Auerbach, et donc grosse défense de Bill Russell, apprendre à rentrer dans la tête des gens. La manière dont Bill Russell parle de la défense, moi je peux regarder et l'écouter parler toute la journée, parce que c'est lui qui va apporter l'aspect psychologique de la défense. Il va dire, je veux parfois pas forcément faire comme tout le monde, comme les joueurs qui veulent faire des contres, qui renvoient la balle dans le public ou en touche, et du coup la balle elle revient à l'adversaire. Non, Bill Russell c'est le premier à dire genre attends. Juste, si je peux intimider mes adversaires, détourner un petit peu le tir, ou suffisamment rentrer dans leur tête pour qu'ils aient peur, pour qu'ils regardent en fait derrière eux ce qui se passe si je suis pas loin, j'ai gagné ma bataille. Et donc ces Celtics là vont être insupportables. C'est aussi une période où il y a Wilt Chamberlain en face, donc il faut savoir comment défendre collectivement autour de Bill Russell, parce qu'il faut aller chercher un petit peu un mélange entre Shaq et Giannis, j'ai envie de dire, pour les plus jeunes qui savent pas trop comment ça se passait avec Wilt à l'époque. Et on a quand même des grosses séquences défensives de Celtics. Vous pouvez les mettre où vous voulez. Alex nous en reparlera en 1. On verra justement où sont ces Celtics des années 60, parce que moi, j'avoue, je pouvais pas les mettre plus haut pour un postulat qui est pas plus pu les voir jouer. C'est un peu compliqué. Non, je comprends. Puis Ligue à 9 équipes, je veux dire, t'es la meilleure équipe. C'est une ligue qui allait de 8 jusqu'à 14 équipes à la fin de l'ère. Tu jouais 7 fois Gérard, je te connais, je te scoute un peu mieux quand même. Vu que quand t'as 30 équipes, c'est un peu plus compliqué. Non, c'est vrai. N'empêche qu'il fallait qu'il soit dans le top 10. On passe en place numéro 4 en... Les Warriors 2014-2015. Très bien. Et moi, tu vois, j'ai pris les Knicks de 94. Donc la saison d'après moi, tout à l'heure. Ouais, bon, t'inquiète, le rating, c'est la même équipe, plus ou moins. C'est plus ou moins la même équipe. Tout à fait. Moi, j'ai pas grand-chose à rajouter sur les Warriors. Moi, par contre, je les ai rentrés dans mon top 5. Mm-hmm. Parce que, pour ce que j'ai commencé à dire sur la fin de ton passage sur eux, c'est que cette équipe-là à la meilleure défense de la ligue. Quand on pense aux Warriors de Steph Curry, on pense attaque, on pense mouvement de balle, on pense panier à 3 points, on pense coup de chaud, on pense à Klay Thompson qui met qui prend feu et tout, tu vois. Mm-hmm. Ils ont la meilleure défense de la ligue. Ah non, ils sont oppressants, ils sont étouffants. Tu as très bien dit, David Lee, la blessure, parce que David Lee en défense, c'est pas Draymond Green, hein, voilà. Le duo avec Bogut, complètement incroyable. Le rôle d'André Iguodala, les choix de Steve Kerr contre Memphis. Genre, tiens, c'est quoi ?
bah, on en a rien à foutre. On sacrifie, Bogut, il faut que tu sois sur le terrain, mais par contre, tu vas être sur Tony Allen. Et nous, on va switcher le reste. Tu te rappelles de ça? Ouais, ils ont fait Donc, ils ont les joueurs, ils ont la mentalité, ils ont le coach qui met en place petit à petit ce death line-up et qui est capable de s'adapter aux situations pour toujours faire en sorte de outplay l'adversaire défensivement. Cette équipe était incroyable défensivement. Les Warriors de 5 années de suite en finale, 3 titres, n'ont jamais fait aussi bien défensivement. Non, c'est la meilleure équipe défensive. Avec Zaza, c'était un peu moins bien. Avec KD, tout ça. Non. Pourtant, attention, Mais hein, Maggie, il y a des garçons très forts. Mais... des garçons très capables et tout, mais même si Clay devenait un peu... Non, les Warriors de 2014-2015, c'est une masterpiece défensive. Offensive aussi, mais vraiment défensivement. Ouais. C'est complètement incroyable leur domination. Et quand tu te refais certains matchs de leur campagne 2014-2015, qui est donc leur premier titre, enfin de cette ère-là, pas des Warriors, mais de cette ère Curry, quoi, on va dire ça comme ça, bah il y a des matchs, bah ils les verrouillent. Les fins de match, elles sont tendues. Les mains, elles commencent à être dégoulinantes de sueur. Plus personne n'arrive vraiment à jouer. Et ben eux, ils vont au mastic, ils ferment la boutique. C'est Prime Iguodala qui débarque là dans ce transfert, dans cette signature là, qui a un coup de poker des Warriors où ils disent si on l'ajoute, on va devenir insupportable. Parce qu'il était à Denver. Harrison Barnes pour un jeune est très bon. Harrison Barnes est très bon. Et il y a ce phénomène Draymond qui en fait va devenir par la suite un All-Star sans trop scorer, qui va rentrer dans cette catégorie rare des j'ai été All-Star sans scorer. Tout à fait. Parce que l'impact est énorme. Et du coup, pour les 29 autres franchises de la NBA, ça va être I am looking for the next Draymond Green. Tout le monde à la draft va vouloir chercher cette espèce de joueur suffisamment mobile, intelligent, collectif et défensif pour que ton attaque déroule et que ta défense soit assurée. C'est... La légende de Draymond Green se crée sur cette saison-là. Ouais. Ils sont trop forts. Et on les oublie trop souvent. C'est parce qu'identitairement, ils sont pas que je l'ai pas pu les mettre. Les Warriors en plus ont tellement d'air ultra oui. offensive et tout, bien sûr. Mais ce titre est basé sur de la défense. Désolé Mathieu Dellavedova. Ouais. C'est comme ça. Donc je les ai mis 4e et toi tu as mis les Knicks de 93. J'ai mis les Knicks de 94. En soi, évidemment, il y a de la battle avec 93. Vous pouvez choisir. Je ne pouvais pas avoir de top 10 sans les Knicks des années 90, pardon. La saison 94, numéro 1 au rating défensif. Et pareil, même si certains exploits numériques ne sont pas aussi bons que 93, c'est cette équipe de 94 qui a Derek Harper. Il y a toujours les tueurs à gages. Oakley, Mason, Starks, Ewing. C'est une horreur absolue. Tu prends pas un rebond non plus. Tu prends pas un rebond non plus. Ils ont l'équipe, certes avec le meilleur rating défensif, ils ont l'équipe qui concède le moins de points. Tu marques pas plus de 92 points sur les Knicks de cette époque en moyenne. Cette année-là, les finales Knicks Rockets, cette il y a année-là. jamais. Et c'est cette année-là, c'est pour ça que Il n'y a jamais de points. C'est Il y a ça. pas de panier. C'est ça. Où ils ont changé de sport. Je les ai pris en fait ceux-là parce que comme tu le soulignais, on l'avait mentionné dans les critères. J'aime les équipes qui vont loin. Ces Knicks-là vont plus loin que peut-être aucune autre équipe des Knicks ne l'a vraiment fait sur l'histoire récente de New York. 98-99. C'est ça, mais bon, encore une fois, demi-saison, et ils se sont fait tabasser par une bonne défense. l'expérience. D'ailleurs, mine de rien, les Bulls 2010-2011, Kurt Thomas, les Knicks de 98-99, Kurt Thomas. C'est vrai. Il y a eu 2-3 mixtapes de la part de Big Sexy. C'est le prime Pat Riley. On vous déteste et on va vous rentrer dedans et on va vous casser la gueule. Et en fait, si tu regardes un match entre les Pacers et les Knicks de l'époque, il y a un carré. C'est quoi ces carrés violets? C'était rond vert? C'était quoi les trucs moins de 18 à l'époque? Tu sais, ces triangles violets ou un truc comme ça? Il y en a eu plein. Ouais, il y en a eu. plein, hein. Carré blanc pour des plus vieux. Allez, Waouh! Carré blanc. Quand j'étais Allez, gamin, carré blanc. Mais vraiment. Et bien en tout cas, c'était vraiment interdit au moins de 18 parce qu'il y allait avoir du pétage de gueule, de la grosse défense, interdit de prendre du rebond, c'était physique. La seule notion sur laquelle il pouvait y avoir débat, où j'hésitais avec les Knicks, c'est quelle peut parfois être la différence entre être excellent en défense et être juste des tabasseurs rugueux. Il y a parfois une ligne qui est un petit peu floue là-dessus, où en fait une équipe ultra physique, on va se dire « ouais, ils défendent bien ». Pas forcément. C'est pas parce que tu es hyper physique que tu es... Donc ça aide. Ça aide. Mais ça veut pas dire que tu es forcément aussi intelligent qu'une équipe qui va pas avoir trop de vis, va pas casser des bouches, mais par Je suis contre... d'accord. Par Tu contre, vois ces Warriors-là, t'arrives pas à marquer. Ouais, c'est pas des casseurs de bouche. c'est pas... Il y a Bogut qui envoie 2-3 types à Non, l'hôpital, mais c'est pas mais, des... mais c'est pas des... Thompson, Harrison Barnes. C'est tout ça, intelligent. Ouais. C'est intelligent, c'est on face-up et on Même va... Iggy, hein, Iggy, Ah bah c'est Iguodala, pas- c'est un gentleman, bien sûr, Ouais, bien sûr, bien sûr. voilà. Donc c'est juste ça sur ces Knicks où parfois on a tendance à dire parce qu'il y a des types
qui finissent au sol en sang, on se dit ouais, quelle équipe défensive. Faut juste mettre faut Disons bien qu'un se peu de rejauger. densité physique, ça fait pas de mal. Tout à fait. Et c'est notamment dans cette année-là qu'il y a la fameuse phrase, et moi je pouvais pas m'en séparer, no blood, no foul. La véritable règle Pat Riley avec Patty Ewing dans ces années-là, c'est la règle tap-tap. Donc notamment dans le documentaire Reggie Miller que vous pouvez voir 30 for 30 face aux Knicks, où Patty Ewing explique que à l'époque, dès qu'il y avait un défenseur qui se faisait dépasser, le mec derrière tapait dans les mains et ça voulait dire que n'importe quel coéquipier devait s'assurer que l'attaquant finissait au sol. Ouais. Il n'allait pas pouvoir mettre un panier. Tu ne facile. peux pas mettre de panier. Et donc il y avait pas de sang, pas de faute, pas de problème. Cette équipe défensive des Knicks était absolument énorme. Ils échouent en finale face à des Rockets quand même qui sont mythiques. Rockets sont dans ton... Non, pareil, ils ont été en mention, mais ça a été des beaux Rockets aussi. Je crois que tu les aurais mis. Moi. Non, tu vois, ils étaient dans le top 15 pareil, mais ils étaient en mention parce que, On peut pas mettre tout le monde. Hein. parce que Otis Thorpe et Vernon Maxwell et Hakim, ils ont fait 2-3 bêtises aussi. Voilà pour les Knicks. Podium. On va rentrer sur le podium. T'as pris les Spurs 2005, toi. Donc l'année juste après celle que j'ai citée tout à l'heure. Et Alex nous a sorti les Bulls de 96. Bulls 95-96. Ils sont pas dans mon top 10. Je rigole. Les gens, non. Je t'en prie. Bah, je les ai mis troisième. Bah, équipe défensive incroyable. Pardon de... Équipe défensive incroyable. Oui. Je les ai mis entre guillemets que troisième pour des raisons statistiques, premièrement. C'est-à-dire que statistiquement parlant, c'est excellent. Hein, attention, on va pas se mentir. Hein. Tu crois ? Ils ont le meilleur defensive rating. De toute façon, sur le podium, ça va être compliqué de faire autrement. Encore que, il faut voir. On verra. De la saison régulière. Ils ont bien évidemment également dominé les playoffs grâce à leur défense en partie quand même. Quant à Michael Jordan, c'est vrai que tu domines aussi par ton attaque. Hein, c'est quand même pratique. Enfin, il dominait bien en défense, le Jojo. Hein. Mais c'est vrai qu'en attaque, il est pas facile à museler. Puis 95-96, Scottie Pippen, Tony Kukoc et tout, ça attaquait bien. Enfin, ça attaquait pas si mal, quoi. Pace average un peu moins, c'est-à-dire que c'est une équipe qui aimait bien le demi-terrain. 95-96, on est quand même sur Jordan, Pippen, Rodman, c'est plus des petits jeunes. Donc on n'est pas sur on n'est pas sur du 7 seconds or less, quoi. Hein. On n'est pas en train de courir en transition dans tous les sens. On est sur un retour de Michael Jordan. Donc on a Jordan, Pippen, Rodman. En fait, quand t'as dit ça, tu peux plus les sortir du podium. C'est plus possible, en fait. Sans parler du fait que t'as Ron Harper, qui est pas un meneur, mais qui pour l'occasion va s'occuper de défendre sur les meneurs adverses. Merde. Ouais, c'est vrai. Et puis après, mine de rien, les petits Luc Longley ou les petits Jude Butler, des sales têtes de con, ça, mais alors prêt à tout. Hein. Non, prêt à tout pour pas que ça rentre. Un petit John Saleh vieux en bout de banc, histoire d'amener un peu de bad boys attitude. Il n'y a pas Robert Parrish qui doit traîner dans le coin. Ouais, aussi, non, lui, comme c'est ça. pas 96, C'est Robert. 97. Ouais, c'est l'année d'après, je crois. Il est venu chercher Ce gros gratteur, là. Et puis bon, tu perds que 10 matchs dans la saison, hein, dois-je le rappeler, 72 victoires, 10 défaites. Trop fort. Donc, équipe all-time, équipe incroyable. Nous, on avait fait le classement des Big Three. Je crois qu'on les avait mis Jordan, Pippen, Rodman en tête. Allez voir vers la fin de la vidéo. C'est trop fort. Donc, je les ai mis sur mon podium, mais donc comme... Voilà, les plus matheux d'entre vous l'auront compris, j'ai 2 équipes devant. Yeah, voilà. Ce qu'on appelle un troisième. Ouais, exactement. J'en reparlerai. Extraordinaire, équipe défensive incroyable. J'en reparlerai, va. Ouais, ça marche. T'as mis quoi, toi ? J'ai mis les Spurs de 2005. Oui. Que comme tu en rigolais tout à l'heure, je n'ai pas mis en 1. Moi, c'était des Spurs de 2004 que j'ai mis, moi. Et en fait, en soi, Statistiquement, ils sont un peu meilleurs, mais bon. En fait, lorsqu'on parle des Spurs, le dilemme, il est clair. Spurs 99, Spurs 2004, si tu les prends juste ces équipes-là, tu peux te dire waouh, c'est une dinguerie. Et en soi, rien qu'en comparant 2004 et 2005, l'équipe de 2004 est extraordinaire, tu en as suffisamment bien parlé. Mettre plus de 85 points sur ces Spurs, c'est une horreur. Enfin, c'est vraiment genre waouh, on était chaud hier soir, putain, vous avez mis 91 points sur les Spurs, c'est chaud. 2005, on a quand même une équipe qui est bien dingue, on a gardé les mêmes bases avec tout ce que tu as dit, Tim Duncan, Bruce Bowen, Manu Ginobili. Tu as Nazer Mohamed qui est venu intégrer ce groupe gentiment aussi, qui était pas mal en enforceur, parce que lorsque tu passais le premier rideau, Duncan qui est plutôt intelligent, Nazer Mohamed c'était un peu plus une grosse tarte dans ta gueule, donc c'était assez agréable.
Mais cette équipe, en fait, évidemment, numéro 1 en rating défensif et en points encaissés. C'est-à-dire que tu ne mets pas plus de 88 points sur ces Spurs de 2004-2005. Je les mets là parce qu'ils sont allés chercher le titre. Je les mets là parce que j'ai ce souvenir indélébile des finales face aux Pistons. Où là, on est dans des tranchées. Enfin, on est dans une guerre totale de ces Spurs qui savent, en fait, exténuer leurs adversaires à coups de stop défensif et d'intelligence. Manu Ginobili est dans son prime, puisqu'on est en sortie de Athènes 2004 et que certains se disent qu'il est MVP des finales 2005. Ça se discute, il fait des playoffs extraordinaires. Et il y a ce niveau de vice et d'intelligence dans le jeu et dans la défense qui, moi, m'a fait tomber amoureux de ce joueur, en fait. Il était trop fort dans la manière d'orienter ses défenseurs. Les attaquants, tu veux dire? Orienter son attaquant, tout à fait, en tant que défenseur. Lui et Bruce Bowen, c'était... j'ai grandi avec ça, et je dois avouer que je suis heureux d'avoir grandi avec ça, parce que c'était peut-être pas ce qu'il y avait de plus beau, mais putain, je peux te dire que j'ai grandi avec l'élite de la défense dans l'histoire de la NBA, quoi. Duncan en couverture, du coup, je n'arrive pas à retrouver d'équivalent dans la NBA moderne. Je n'arrive pas. Il y a là, depuis, évidemment, il y a du très gros défenseur qui a fait le boulot, évidemment, mais Tim Duncan en intelligence, je parle pas de... En intelligence pure défensive, c'est-à-dire régularité dans les bons choix, tous les soirs, tu savais qu'il allait avoir les bonnes rotations, les bons box-out, et pareil du vice, c'est-à-dire si je sais que je vais me faire battre au rebond, je floppe un peu sur la poussette, et donc il n'y a pas de deuxième chance de tir. Ce sont tous ces détails qui faisaient qu'en fait, quand tu regardais les matchs des Spurs, tu avais ce gimmick qui était perpétuel. On va remporter plus de 50% de nos matchs à l'extérieur, on va défoncer nos adversaires en déplacement, et c'était automatique. Et sur cette saison, c'est ce qui s'est passé. Manu, il a les cheveux longs, Duncan est beau gosse, et même quand Duncan se blesse un petit peu pendant les playoffs, tu as toujours l'assurance de garçons qui viennent aider. J'ai absolument adoré cette équipe. Tu avais évidemment Devin Brown qui avait rejoint le groupe. Petite perte de balle qui coûte cher, lui, en début de saison, non? Tout à fait, ou peut-être la suivante avec... ouais, c'est ça, 2004. Avec T-Mac, c'est lui, qui bien part sûr. le ballon. Sean Marks qui est là, qui aujourd'hui s'est fait évidemment plaisir avec nos amis les Nets, en tant que général manager. Robert Horry qui a rejoint le groupe. Bah, il était un petit peu clutch en finale, si je me souviens. Qui était un peu clutch, mais que souvent, pareil, on dit genre oui, tout va bien, juste il faut rentrer les 3 points. Mais Robert Horry, il y avait un bout de défense avec Robert Horry. Bah, il a démarré avec les Rockets d'Hakim. Hein. C'est ça. Et aussi parce que sur le banc, et ça fait partie de ces grandes équipes all-time, c'est tu regardes sur le banc et tu as Pop avec Mike Budenholzer, et c'est donc la doublette suprême pour défoncer ses adversaires. C'est là qu'il y a des pétages de cap parce qu'en fait toutes les techniques vont être utilisées possible imaginable, quoi. On ne sait pas si on va devoir faire du hack sur le Shaq, on ne sait pas si on va devoir faire des fautes de pute. Enfin même les séries là à ce moment-là face aux Suns, tu pètes des cales en face. La finale de conf. Tu pètes des cales. Ouais mais tu pètes des cales. Vous avez volé. Et vous voyez le Sun, c'est pour ça que t'es top 3 all-time en défense. C'est les arbitres qui vous la donnent celle-là. C'est pas celle-là qui vous donne, non c'est 2007. C'est le premier tour, c'est pas 2005. Le Robert Horry ? Ouais, le Nash. Action défensive. Ouais. D'accord. Ok. Vous voyez ça là ? Vous voyez ça ? Ça c'est podium all-time. L'arbitre s'est trompé. Je sais pas rien, non mais Alex, juste on le mentionne, les grandes équipes défensives savent utiliser l'arbitrage. Ah bien sûr. C'est obligatoire. Pas le choix. Et à ce jeu-là, les Spurs de 2005, podium. Je vais faire très court sur mon numéro 2. Ah mais attends, du coup on va pas du tout être d'accord. Ok. Je sais pas. T'as mis quoi en 2 toi? Bulls 96. Bon, je les avais en 3. Dont tu as déjà parlé. Juste, je complète très très court. Hein, et Alex l'a fait la phrase. Jordan, Pippen, Rodman. Vas-y, c'est bon, tu peux parler. Non mais c'est ridicule. Je veux dire, t'as vraiment Rodman qui a le couteau entre les dents parce que ça s'est mal passé un peu avec les Spurs. Et du coup, il va rentrer dans son rôle qui est de se bourrer la gueule, bien défendre, prendre du rebond. Pippen est à un niveau en fait. Pippen et Jordan sur les extérieurs, tous les deux. C'est l'enfer. C'est ridicule. Cette équipe est ridicule défensivement et, on en parlait à l'instant, pas dans un registre de tabassage de bouche, l'intelligence. Non. Rodman et l'Anglais, quand il y avait une petite tarte à coller, ça hésitait pas quand même. Ils étaient pas dans le casting des choristes, je suis d'accord. mais ils ont quand même eu plutôt une image d'équipe intelligente défensivement. Notamment, c'était un peu un gentleman défenseur, quoi. C'est ça. Et lorsque tu devais affronter quand même une équipe qui a été en mention, c'est Sonic 96, qui était bien sympa avec Hawkins et Gary Payton. Bien, hein. Sauf que le front de court, c'était pas tout à fait la même efficacité.
Tu veux dire que Sean Kemp et Frank Brickowski, et Detlef Schrempf, c'était pas bon. Mais... Tu veux dire que Frank Brickowski tenait pas face à Rodman. Ils ont aussi annihilé ces équipes. Bref, je te laisse parler de nos amis les Pistons. Seulement deuxième meilleur defensive rating de la saison régulière cette année-là, puisqu'il y a les Spurs dont j'ai parlé tout à l'heure de 2003-2004 qui sont devant en régulière. Mais c'est quoi cette équipe défensive de taré? C'est mon numéro all-time. On parle d'une équipe qui était pas bonne en attaque. Ils sont pas bons en attaque. Enfin, pas bons, je suis vache, mais ils n'ont pas de vrai franchise player offensif. J'aime bien Chauncey Billups, Rip Hamilton. C'est des joueurs offensifs sérieux, mais ce ne sont que des joueurs offensifs sérieux. Tu regardes tous les autres titres de ces années-là, t'as des monstres. Même les Spurs, t'as Tim Duncan, quoi. Empêché de scorer Tim Duncan dans les années 2000. Voilà, tout à l'heure on a parlé des Lakers, bon il y avait Shaquille O'Neal, enfin tu vois genre, non, toutes ces équipes, bon les Warriors, voilà, tout le monde croit que c'est une équipe offensive, c'est pour dire, tu vois, non mais voilà, non, les Pistons de 2003-2004, les frères Wallace, enfin c'est pas des frères, hein, vous l'avez, hein, Rachid et Ben, dans la raquette. Franchement, c'est très relou, c'est très complémentaire, c'est plutôt intelligent en défense, ça arrive pas du tout. Tu crois? Ouais. Et ça, tu les croises que si tu passes Chauncey Billups, Rip Hamilton, défenseur très sous-estimé, et Tayshaun Prince. Tayshaun. Hein? Mm-hmm. Hein, Reggie? Bref. Tu croyais que Clavel, les yop, là? Bref. Ah mon Reggie. Ah ouais, c'est ça. Et puis, bon, les petits gars sympas comme ça que t'es content d'avoir, Mehmet Okur, Elden Campbell, ou comment il s'appelle, la merde... Corliss Williamson. Corliss Williamson, voilà, tout à fait. Tu vois, ce genre de gars sérieux, dur au mal. C'est pour moi, dans l'ère moderne du basketball, c'est la team la plus polyvalente défensivement. C'est la team qui pouvait défendre tout et n'importe quoi, n'importe comment. Ils ont défendu le Shaq de 2004. Ils ont fumé les Pacers à coups de défense parce qu'ils étaient très défensifs également. Ils ont vraiment terroriser leurs adversaires. Ils pouvaient, à la baston, hein, je crois que Malice at the Palace, voilà, je crois qu'on est clair, hein. On a parlé de Jermaine O'Neal et de Ron Artest, bon, Ben Wallace, voilà, hein, le mec, on rappelle, on l'avait déjà raconté dans une anecdote, c'est les bandeaux que vous mettez autour de la tête, l'autre il se les met autour des biceps. Voilà. Tout à fait. Voilà. Aérien au possible. Le Shid, il est un peu moins aérien que dans ses toutes jeunes années, mais c'est encore un défenseur extrêmement sérieux. La complémentarité est incroyable. Larry Brown à la baguette, donc l'autre, à chaque fois qu'il prend un panier, il devient tout rouge. Il devient tout rouge. Il demande temps mort et il sort le martinet. Enfin, tu vois, genre, c'est, hein, voilà. Ah, je les ai pas mis un parce que mais tu vas voir. Mais je les ai pas mis un. Mais bon, ils peuvent. Il y a pas de problème. Tu les as mis un. Il y a pas de problème. Il y a pas de problème. C'est, voilà, ils ont bien évidemment la meilleure défense en play-off cette année-là. Voilà, ils ont joué le Shaq de voilà, Kobe a passé de mauvaises finales. Shaquille O'Neal, il a fait des bonnes stats quand même, hein, mais il s'est quand même fait bien contenir parce que il avait un truc intelligent autour de lui, des gros costauds, des mecs athlétiques, enfin tu vois, il y avait de tout. C'était extrêmement bien pensé. Alors mettre 4-1 quand même à ces Lakers-là en finale. Bon après, ces Lakers-là, faut voir. Mais oui, vas-y, rajoute si tu veux. Hein. Je te laisse mettre ton 1. Ouais, je vais mettre mon 1. Les Pistons 2004 sont pour moi la meilleure équipe défensive all-time. Exactement. Pour compléter sur ce que tu disais, les ratings sont floués. Et les statistiques globales sont flouées parce que cette saison est particulière pour les Pistons pour une raison qui est simple, c'est qu'il y a un transfert en mi-saison. Et donc ce sont deux équipes qui se présentent. Il y a l'équipe du début de saison et il y a l'équipe qui retrouve Monsieur Rachid Wallace. À partir du moment où Rachid Wallace est là, c'est la meilleure équipe défensive que j'ai vue de mes propres yeux. Je n'ai jamais vu ça. C'était irrespirable. Ils étaient déter. Tu nous as mis les Celtics de Bill Russell. Oh le bâtard. Mais je vais m'expliquer. Ouais, je vais m'expliquer. Ok. Juste pour revenir en détail. Sur l'ensemble de la saison, il n'y a que 4 équipes, prolongation incluse, qui mettent minimum 100 points sur ces Pistons de 2004. Ah oui, alors, il n'y a que 4 équipes. Après, personne ne met 100 points quasiment en 2004. Tout à fait. Mais il y a aussi cet aspect de ne pas mettre beaucoup de 100 points. Il y a aussi ce fameux quintet que moi j'avais vécu de mes propres yeux étant jeune et où je me disais mais c'est pas possible, est-ce qu'on va revoir ça? Ouvrez bien vos oreilles. 4 mars 2004, 68 points encaissés. 6 mars 2004, 2 jours après, 66 points encaissés. 7 mars en back-to-back, 65 points encaissés.
10 mars, 65 points encaissés. 14 mars, 69 points encaissés. 5 matchs de suite dans les années 2000, l'adversaire n'arrive pas à mettre minimum 70 points. C'est une orgie. Ah, c'est une dinguerie. Tu ne peux pas l'enfer. mettre 70 points. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu mets 70 points à la mi-temps sur les Hawks, d'accord? Là, c'est dans le match que tu n'arrives pas à dépasser les 70. Ça passe mal. Hein. Arrêtez Arrêtez. Le fait est que ces Pistons-là sont complètement dingues et qu'en playoff, ça se confirme. Il faut uniquement des prolongations pour espérer avoir 100 points et c'est irrespirable. L'intelligence de jeu, le vice est suprême. Toutes les cases sont cochées. On a dit avant le début de l'émission, là quand on faisait les critères, qu'on voulait une légende défensive. Ben Wallace est dans son prime, lui aussi. All-Star rien que par sa défense. Rashid Wallace, il le dit, c'est exactement l'endroit où il devait être. C'est un des plus grands transferts. On a fait le classement des plus grands transferts de l'histoire à la trade deadline. C'est un des transferts les plus dingues et les plus impactants de l'histoire parce que derrière, cette équipe va être injouable. Et non seulement elle va être très très forte sur la fin de cette saison, mais ensuite on va voir combien de finales de conférence des Pistons. Parce qu'en fait ils sont trop forts. Ce sont les Pistons de Billups, Rashid, Ben, Tayshaun et Rip Hamilton. Et même quand on enlève Larry Brown et que tu vas mettre genre Flip Saunders, ils vont quand même continuer à faire des dingueries défensives parce que ce quintet est extraordinaire. J'ai jamais vu ça. C'était absolument irrespirable. Et vous pouvez, je pense, vous faire les finales de 2004. On a fait un top 100 all-time. De faire à Shaq en 2004 ce qu'ils lui ont fait et de faire à Kobe 2004 ce qu'ils lui ont fait, pour moi c'est du pénal. Franchement. Ouais, et puis c'est vraiment une équipe qui, je te rejoins là-dessus, parce que c'est vraiment une équipe qui a gagné, c'est pas que grâce à défense, mais franchement, non. c'est pas grâce à leur attaque en tout cas. Et vraiment, je répète, là sur du 4 au 25 mars, il n'y a pas une équipe qui met plus de 76 points. Je veux dire, sur 10 matchs, tu ne peux pas mettre plus de 76 points sur cette équipe. Dans les années 2000. Alors je veux bien que ça attaque moins, mais c'était... c'est la période la plus pauvre, C'est ça. la plus faiblarde en termes de pace et de points marqués. Et à ce moment-là, le suprême du suprême, pour moi, c'était les Pistons 2004. Je t'en prie, parle-nous de Boston. Ouais, en fait, du coup, j'aurais pu trancher une année, j'aurais pu en prendre une. En fait, quand j'ai préparé, consciencieusement bien évidemment, ce top 10, je me suis dit, allez, là ça vaut le coup, j'ai envie de comparer les époques, donc je me plonge un peu dans les stats, donc j'ai fait un truc tout bête, mathématique, je vais essayer de l'expliquer du mieux que je peux. Je t'en prie. C'est de prendre, pour pouvoir comparer un peu les defensive ratings, c'est-à-dire que bah là, on a quasiment que des équipes, elles sont premières de leur saison, ou deuxième, elles ont la meilleure défense, ou presque de la saison. J'ai pris le defensive rating, et je suis allé chercher dans les stats, on a les season average sur Basketball Reference, donc j'ai été comparer le defensive rating par rapport à l'average, pour voir un peu quelles étaient les équipes qui avaient vraiment genre une défense bien meilleure que l'average, genre voilà, oh, allez, c'est tous les ans. Bien sûr. Tous les ans, ils sont premiers ou deuxièmes, très souvent premiers. Et tous les ans, c'est bien meilleur que l'average. Et encore plus fou, c'est que là, on est dans des paces de tarés. C'est des paces qu'on reverra plus jamais parce que c'était pas les mêmes règles et tout, mais n'empêche qu'il y avait beaucoup de possessions, quoi. C'est-à-dire qu'on est sur de la pace entre 115 et 120, voire des fois 125. Des trucs de malade. Et là, j'ai commencé à triper, c'est parce que là, je me suis aperçu que dans ces années-là, les Celtics, il y a plein de saisons, ils ont le meilleur defensive rating. Bon, ok. Ils ont la meilleure pace. C'est-à-dire que c'est l'équipe qui joue le plus vite et elle a la meilleure défense. Comme je te disais, hein, ça, c'est un truc de taré. C'est le fast break. Hein. Et parce que leur attaque naît de leur défense. Et il y a un truc d'encore plus de taré, c'est que quand tu mets côte à côte, donc des trucs qui normalement devraient rien vouloir dire, mais qui là, dans le cas précis, disent quelque chose, t'as les Celtics 60-61, où ils ont la meilleure pace, enfin ils ont la pace la plus rapide, et ils sont aussi l'équipe qui encaisse le moins de points, pas le rating, Non, bien sûr. qui encaisse le moins de points. On joue vite, mais vous allez rien faire. C'est ça, c'est-à-dire qu'on va jouer hyper vite, mais par contre de l'autre côté, vous n'avez pas marqué de panier. En fait. Vous non. J'ai plein d'exemples complètement tarés, genre en 64-65, donc là... Genre là, quand tu mets pas 100 points, c'est qu'il s'est passé, enfin c'est bizarre, enfin tu vois, ça arrive quasiment jamais, parce qu'avec des paces à 115, 120, ça veut dire que t'es même pas à 0,80 par possession, c'est nul quoi. Tu vois, t'as moins, enfin tu vois, c'est nul. 26 fois dans la saison 64-65, ils ont pas pris 100 points, alors qu'il y a des Wilt Chamberlain qui se baladent, des trucs, des mecs qui scorent de tout. Le reste de la ligue, dans la même saison, il y a que 10 fois où ils ont réussi, où une équipe a réussi à prendre moins de 100 points. C'est pour donner la différence incroyable. Du coup, je les ai mis en 1, parce qu'il y a un moment donné, époque ou pas, rating ou pas, pour moi, faut saluer le travail absolument incroyable collectivement autour d'un homme, comme tu l'as dit, tu as parlé de Bill Russell tout à l'heure, je suis complètement d'accord avec ce que tu as dit.
C'est le plus grand patron défensif de tous les temps. C'est Bill Russell. Et son équipe était forte offensivement, mais un peu à son image à lui. Elle se basait sur du jeu rapide et elle n'était pas non plus... Enfin, je veux dire, c'était moins talentueux que les Lakers de Wilt avec Jerry West et tout. C'était même moins talentueux que d'autres équipes qu'ils ont pu croiser et tout. Tu vois, genre... Wilt aux Sixers Warriors, là, enfin Philadelphia Warriors Sixers, il a joué avec Paul Arizin. Toi, alors, voilà, toi, des gars qui rigolaient pas du tout. Ils ont écrabouillé la ligue en étant juste, comme tu disais, plus intelligents aussi défensivement. Ils utilisaient des mecs comme Tom Sanders ou Tom Heinsohn. Bill Russell, ils n'hésitaient pas. Jeune Havlicek, tout à fait, à partir de la deuxième moitié des années 60, enfin du début des années 60. Jeune Havlicek, pas de jeune Havlicek, il rigole pas du tout en défense. Des petits garçons comme Casey Jones, je l'ai cité en coach, mais tu sais qu'en défense, il rigolait pas. Sam aussi. Sam Jones, ça rigolait pas non plus. Ouais. Enfin voilà, beaucoup de mecs qui rigolaient pas, tout ça entouré d'un patron, avec Red Auerbach. Je comprends. Moi, ce que je t'ai dit, c'est que, en fait, en soi, numériquement... En plus, je vous ai pas vu jouer, hein. Je vous vois derrière la caméra en train de faire vos blagues. Mais voilà, je vous emmerde, comme dirait Bastien. Mais, quel argument. Mais, en fait, le truc, c'est que en faisant mes recherches, j'étais là, je dis, oh putain, allez, Celtics 68-69, ah c'est pas mal. 59-60, ah ouais, putain, la vache, ils ont fait bien ça. sûr. Ah, et puis après, j'étais là, 60-61. Après, non, mais c'est ce qui fait que c'est ce qui fait que c'est une dynastie. Moi, j'avoue que je savais pas quoi faire avec ce cas parce que c'est même pas forcément. Moi, je rigolais sur le fait de pas forcément les voir jouer parce que après, c'est de l'affect, c'est ce que tu as vu et ce que tu n'as pas vu. Mais c'est vrai que c'est tellement différent, je trouve, d'avoir une équipe où tu n'as que une ligue où tu n'as que 9 équipes par rapport à 30 ou 28 à 30 parce que du coup les types d'adversaires sont différents. Je veux dire, quand tu as 30 équipes, ça veut dire que tu as 450 joueurs que tu dois scouter différemment et que tu dois être très très bon souvent. Je suis d'accord. Et c'est en ça que quand tu as une ligue avec 8-9 équipes, je pouvais pas les mettre plus haut. Mais je comprends qu'on peut les mettre. En fait, c'est pas un blasphème de les mettre en 1 parce que tu as, comme tu l'as dit, un des meilleurs patrons ou le meilleur patron défensif de l'histoire d'une dynastie. Et puis quand, tu vois, si tu veux, c'est pas comme s'il y en avait une. Si on avait une, je l'aurais pas mise en 1. Ah oui. Là, le truc, c'est qu'il y en a 10. Ouais. Tu aurais pu, honnêtement, statistiquement parlant, il faudrait que je fasse les trucs exacts, mais je pense que statistiquement parlant, c'est-à-dire en prenant les ratings par rapport au le defensive rating, par rapport au defensive rating de moyenne sur la saison et avec la pace, tu peux avoir peut-être pas le top 10, mais au moins le top 5, c'est que les Celtics de Bill Russell. Ouais, tu peux. C'est possible, statistiquement, tu vois déjà. Donc c'est pas une exception, c'est pas un truc isolé, c'est un phénomène. Alors ouais, c'est dans une autre ère, mais en fait c'est un phénomène complètement historique. Dominer aussi longtemps sur une base de schéma défensif, en jouant aussi vite mais en défendant aussi fort, en jouant aussi vite mais en prenant aussi peu de points, c'est complètement hallucinant. Du coup, j'ai changé de 1 et j'ai mis, parce que j'avais les Pistons au départ, parce que je suis d'accord avec toi, ils s'en foutent. Mais en fait, les stats, et pourtant les stats avancées, c'est pas toujours ce que je préfère disséquer, mais là, plus j'y allais, plus je faisais mes petites divisions, plus j'étais là, mais c'est pas possible. Mais c'est quoi ce bordel? Mais en fait, tu peux mettre 10 tu peux mettre 10 Celtics. 10 saisons de Bill Russell. Et vous pouvez en mettre plusieurs, et d'ailleurs c'est ça notamment, comme vous pouvez le voir sur Subtitle Time, ce qui est particulier, c'est que c'est difficile de mettre 10 franchises différentes. Vous pouvez avoir des franchises dont l'identité est absolument défensive. Donc on a vu les Celtics, on a vu les Pistons, on a vu des Bulls, on a vu des franchises même Golden State, donc essayer de se faire une belle identité. Vous pouvez mettre de tout. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a des franchises qui n'ont absolument pas leur place dans cette émission. Ah bah, il y a des franchises. Parce que l'identité n'est pas la même. Et que si on fait un jour les meilleures attaques, on va dire genre bah désolé, mais en fait les Pistons, bon. Si on fait les meilleures attaques, je pense pas qu'on mettra les Celtics de Bill Russell. Non. Ou même plusieurs attaques des Celtics en termes d'attaque pure. Et les Pistons sont pas identitairement une équipe. Il y a moyen qu'on parle de Dallas. Il y a moyen qu'on parle de Portland, d'autres équipes. Il y a moyen qu'on parle de Phoenix. Tout à fait. Il y a moyen qu'on reparle des Warriors. Exactement. Et c'est ce qu'on appelle des équipes qui sont championnes. C'est marrant, c'est intéressant. Non mais c'est vrai. Bien sûr. Mais ce serait intéressant à faire d'ailleurs. Tout à fait. On va montrer le gros tableau. Allez. Le gros tableau avec voici donc le top 10 all-time des équipes défensives, le best of the best.
les Celtics, les Pistons, les Bulls, qui vous avez mis en numéro 1, qui vous avez mis sur votre podium. On vous attend évidemment dans les commentaires, que ce soit ce que vous avez vécu ou ce que vous avez pu rechercher. Il y a plein de choses à devoir disséquer. Dans tous les cas, ce qui est sûr et certain, c'est qu'on vous attend dans les commentaires pour suggérer des top 10 comme d'habitude. On a noté plein, hein, notamment récemment des thèmes qu'on a voulu faire parce que c'était vos suggestions. Et puis nous, on va poser le Kevlar, souffler un peu, regarder du basket où il y a des points qui sont marqués. Allez. Et se retrouver lundi prochain. Ciao, ciao. Des bisous, à la prochaine. Ciao.